Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shadowscast, le podcast de la plateforme Shadows. Un épisode, comment dirais-je, à la fois doux, amer et sucré-salé. Non, ce ne sont pas des paroles d'une chanson de Julien Doré, mais la triste réalité. Car voyez-vous, mon binôme, mon âme sœur, ma raison de vivre n'est plus là. Aurélien, mon roi à moi, n'est pas au rendez-vous derrière son micro. Sa chaise est vide, tout comme mon cœur. Mais comme il est chaudement à la maison avec sa petite famille nouvellement formée suite à un heureux événement, on supporte, on fait le dos rond, on sèche nos larmes et surtout on est heureux pour lui. Reste que cette absence est cohérente avec le sujet d'aujourd'hui. Des mystères de la vie au mystère du corps, il n'y a qu'un pas, que la body horror franchit aisément et nous avec, d'autant que, tout comme Aurélien, Shadows s'apprête aussi à fêter un heureux événement avec la sortie au cinéma le 3 juin de Saccharine, le nouveau film de Nathalie Erika James, qui avait réalisé Relique, et que nous co-distribuons avec Programme Store. Saccharine, c'est la rencontre du body horror et du surnaturel, ce qui nous a forcément donné envie d'explorer ce genre extrêmement riche, qui connaît depuis quelques années une consécration publique et critique. Et autour de cette table pour discuter corps qui mute et cerveau qui vrille, je suis heureux d'accueillir un visage et une voix familier. Elle est autrice, enseignante, chercheuse et journaliste. J'ai tout bon. Fleur Hopkins-Le-Ferron, comment vas-tu, Fleur ? Tout va bien, je suis très contente d'être là. C'est parfait. Et puis, pour compléter ce quatuor de cœur, mais trio de raisons, une nouvelle venue derrière les micros du Shadowscast. Elle écrit sur les films, dans des livres et dans le magazine SoFilm, mais il lui arrive aussi de jouer dedans. Marine Bohin, bienvenue, comment vas-tu ? Et subséquemment, qui es-tu ? Bonjour à tous, je suis absolument ravie d'être ici. Écoute, tu m'as déjà pas mal décrite, je crois. En effet, je suis autrice, journaliste cinéma et comédienne. Et voilà, et ravie d'être avec vous. Ce qui est un mix assez rare dans le milieu du journalisme et de la comédie, j'ai l'impression. Je confirme, et je trouve d'ailleurs que les gens ne sont pas hyper réceptifs à ça, pour être honnête. Ouais. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on aime trop que les journalistes soient comédiennes, et à contrario aussi, on n'aime pas trop que les comédiennes soient journalistes. Il y a un truc comme ça, en fait, qui crée une espèce de défiance chez les gens que je ressens. Je trouve ça un petit peu agaçant, du coup, ça me donne encore plus envie de le faire, justement. Et est-ce que l'un nourrit l'autre ? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, je pense totalement, parce que, en fait, en tant que journaliste cinéma, le fait d'être également comédienne et de savoir, par définition, comment ça se passe en fait sur un tournage, c'est évidemment très enrichissant, ça c'est évident, parce que ça fait qu'on connaît vraiment le cinéma de l'intérieur aussi. On sait comment est-ce que le cinéma est fabriqué en fait. On sait quel est l'artisanat finalement qui se cache derrière l'art. Et ensuite, oui, en fait, c'est ça. Dans les deux sens, je pense que les deux métiers s'interpénètrent d'une façon qui est forcément enrichissante. D'ailleurs, comme il y a des journalistes qui sont aussi réalisateurs, etc., et c'est aussi quelque chose qui nourrit... Et ça passe beaucoup mieux, je trouve. Oui, c'est sûr, c'est marrant. Comme quoi, il y a aussi, je pense, cette espèce de posture très, très schématique de le réal, c'est l'intello, et le comédien n'est un pantin entre guillemets qui donne cher à la vision du réalisateur, et je pense qu'il y a aussi ce décalage qui laisse à penser que la comédie est un exercice moins intellectuel que la mise en scène, alors que pas du tout. En fait, c'est exactement, oui, ça c'est en effet l'un des préjugés auxquels je me suis souvent heurtée. J'ai par exemple déjà entendu un producteur qui produisait un film dans lequel je jouais. Quand il a appris que j'étais journaliste aussi, il a fait j'aime pas du tout ça. Pour moi, les comédiens doivent être purement instinctifs, purement animaux. Et j'étais là, vraiment, on part sur un très mauvais pied. Enfin, vraiment, pour cette collaboration, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on va faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un simple exemple parmi tous ceux qui me sont arrivés dans ma vie, quoi, dans mon petit parcours. En tout cas, parcours très original et très riche. Et dans ce parcours, fatalement, il y a eu une confrontation cinéma de genre à un moment ou à un autre, puisque je sais que tu y es assez sensible et tu en parles assez souvent sur tes réseaux, dans tes articles. Et tu as aussi consacré un livre d'interview avec les réalisatrices de cinéma de genre françaises. Le livre qui s'appelle Le cinéma de genre au féminin. Le cinéma de genre au féminin, c'est paru chez Jaguarundi, film et édition. On salue Julien. Julien Richard Thompson, qui est le co-auteur de ce livre. Voilà, qui a eu un... Moi, tout le monde, tous ceux qui écoutent savent que je bossais pour Mad Movies avant, et Julien a un passif avec Mad Movies, puisqu'il avait réalisé des films très très bis avec la fine fleur du journalisme de Mad Movies des années 90 à peu près, ouais. Donc voilà. On va passer à Saccharine. Non, d'abord on va passer, pardon, excuse-moi, je vais très vite. C'est Aurélien, voilà, c'est son absence me perturbe. À ton rapport au cinéma de genre, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fondateur ? Comment c'est un cinéma qui s'est un peu imposé dans ta culture ? Alors je dirais que aujourd'hui, mon rapport au cinéma de genre, c'est un rapport qui est quand même relativement contemporain. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne le plus dans le cinéma de genre, c'est notamment le cinéma de genre sud-coréen de ces 25 dernières années. Avec des
des auteurs comme Park Chan-wook, évidemment, comme Kim Ji-woon, comme Na Hong-jin. Et deuxièmement, l'aspect également qui m'intéresse dans le cinéma de genre, c'est justement tout ce qui va être les réalisatrices qui se sont illustrées dans ce cinéma-là ces 25 dernières années. On va dire que la féminisation du cinéma de genre m'intéresse énormément. Ensuite, pour parler d'un point de vue peut-être un petit peu plus, pour revenir, on va dire, à la genèse de ce rapport, j'ai eu une approche du cinéma de genre qui était un petit peu double, puisque j'avais cette double casquette comédienne et journaliste. Et notamment, quand j'ai commencé en fait en tant que comédienne à jouer, j'ai commencé dans le cinéma de genre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup commencé dans des films bis, dans des films qui étaient plus ou moins autoproduits, avec des gens comme François Gaillard, comme Frédéric Grousset. Et c'était hyper intéressant parce que j'ai vraiment découvert le cinéma comme un art du collectif, comme un art que l'on peut faire vraiment avec pas forcément grand-chose. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'ai découvert le cinéma de genre comme ça en le faisant, en ayant des grandes conversations avec les réals qui m'ont beaucoup initié à ça. Mais eux, ils étaient plus, on va dire, dans tout ce qui était giallo. François. Voilà, notamment François C'est Gaillard, connu. voilà. tu as tout compris. Et donc ensuite, moi, je me suis intéressée, après différemment, dans mon parcours de journaliste de cinéma, je me suis intéressée ensuite à d'autres formes de cinéma de genre qui me touchaient pour d'autres raisons. Alors vous avez, parmi les nombreux points communs, celui d'avoir écrit ou coécrit plutôt des livres sur des domaines de référence du cinéma. Donc Fleur, on sait que tu as écrit coécrit avec Morgane Cossarieux un livre sur le body horror qui est sorti il y a peu. Un livre qu'on a déjà conseillé et qu'on continue de conseiller. Allez-y, procurez-vous-le. C'est une sacrée bible et un bel objet aussi en plus. Du coup, parler de Saccharine, c'était déjà le plaisir de t'avoir derrière ce micro, mais en plus c'était encore plus une évidence pour une émission sur le body horror et sur Saccharine, puisque tu fais un petit peu office désormais de sommité en la matière. Du coup, Saccharine, voilà, donc c'est un film qu'on est très heureux de sortir, qu'on a vu assez tôt, dès que je crois que c'était un petit peu avant Sundance. Et on a eu un coup de cœur assez immédiat pour la façon assez unique qu'il a de mêler deux courants du cinéma et de cinéma de genre, mais de façon très intime. D'autant que ça signe aussi un petit peu le retour de la réalisatrice à un cinéma justement plus intimiste. Donc Nathalie Erika James, qui est une réalisatrice australienne qui avait scotché un peu tout le monde avec son premier long Relique, qui parlait de la maladie d'Alzheimer, de la sénilité, de la fin de vie, avec le portrait de trois femmes de trois générations, et qui le faisait avec un langage horrifique extrêmement puissant et avec beaucoup de pudeur aussi, et qui venait d'une source assez intime pour la cinéaste. Ensuite, elle est allée, comme beaucoup de réalisateurs et réalisatrices non hollywoodiens qui sont remarqués internationalement avec un premier film, elle est allée à Hollywood pour réaliser donc la préquelle de Rosemary's Baby, Apartment 7A, qui est un film que je m'attendais à pas aimer du tout, d'autant que j'ai cet art de ne pas être un grand fan du Polanski, pardon. Et j'ai trouvé le film vraiment intéressant, très estimable. Je trouvais qu'il n'avait pas à rougir dans la façon en plus dont il arrivait à gérer quelque chose qu'on attend. On sait très bien comment va se finir le film, puisqu'on sait que les événements du Rosemary's Baby vont se dérouler. Donc toutes ces personnes dans cet immeuble ne vont pas être délogées. On sait qu'elles vont en tout cas continuer à faire ce qu'elles font, mais le film arrive quand même à être prenant et surprenant dans le parcours de son héroïne, et puis finalement est aussi quand même assez lié au refus de la maternité ou au désir de la maternité. Enfin, il y a quand même aussi une relation à un sujet profondément féminin et intimement féminin dans le film, malgré son statut de film hollywoodien. Et puis avec Saccharine, donc elle revient en Australie, elle revient à un sujet très, très intime, puisqu'elle s'est inspirée de sa vie de famille, de sa propre expérience au corps, et à la vision sociétale du corps féminin. Donc Saccharine, c'est l'histoire de Anna, une étudiante en médecine qui n'est pas heureuse dans son corps parce qu'elle se trouve trop grosse, et qui tombe peu à peu amoureuse, en tout cas est très attirée par sa coach sportive, la coach sportive du club sportif de la fac où elle étudie la médecine. Et un jour, elle rencontre une ancienne amie qui a maigri miraculeusement grâce à une pilule étrange, expérimentale. Et notre héroïne va réussir à s'en procurer, à analyser ce qu'il y a dedans. Elle va s'apercevoir que c'est fait de cendres humaines,
Et par sa proximité avec des cadavres, puisqu'elle est en école de médecine, elle va se fabriquer elle-même ses propres pilules parce que sinon c'est beaucoup trop cher. Et elle va commencer à être hantée par une présence. On va pas trop en dire tout de suite de plus. Qu'est-ce qui toi, Fleur, paru horrible? Parce que alors, les films de body horror sur la perception du corps féminin par une réalisatrice, eh ben, ça commence à être finalement quasiment un genre à lui tout seul. On pense forcément au travail de Julia Ducournau et au travail de Coralie Farja. Il y a eu Grafted aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est très très proche dans le sujet. En plus, un film australien avec un personnage féminin d'origine asiatique. Et voilà, donc il y a vraiment comme ça une espèce de courant dans le courant. Et pourtant, je trouve que Saccharine, c'est pas parce qu'on le distribue, mais c'est aussi parce qu'on l'aime qu'on le sort, arrive à se sortir de cette ornière qui devient presque une tarte à la crème critique déjà. Ça va très vite, ça va trop vite la critique, mais qui a vraiment une façon d'aborder son genre original. Oui, et je vais pas dire ça pour te faire plaisir. Moi, je l'ai trouvé très bien. Je le regardais dans le train, donc j'essayais un peu de cacher mon écran. Notamment, je pense à une scène en vue aérienne où on a le corps de Bertha, dont on reparlera sans doute, qui déborde donc de la civière. Et j'essayais de cacher parce que c'était très étrange d'avoir des gens autour de moi qui devaient se demander ce que j'étais en train de regarder. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, il nous parle de body horror. Et moi, j'en ai beaucoup avalé littéralement du body horror ces derniers mois, mais surtout parce qu'il va s'aventurer du côté du beauty horror. Et le beauty horror, on en a un peu eu ad nauseam. Tu parlais de Grafted, on aurait pu parler de The Beauty de Ryan Murphy, de Substance évidemment de Coralie Farja. Et souvent, c'est un peu les mêmes soupes qu'on nous sort. C'est des crèmes rajeunissantes, c'est des sérums qu'on va s'injecter, c'est des pilules miracles, etc. Et là, j'ai bien aimé ce twist-là qui était celui de radicalement ce qu'elle va ingérer, c'est de l'humain. Donc il y a aussi toute la question du cannibalisme. Et je l'ai trouvé assez subtil sur réinventer un peu tout ce discours-là autour de l'Ozempic, de la perte de poids, mais en s'interrogeant sur les traumas, sur quelque chose qu'elle avait déjà fait, on en reparlera dans Relique, autour de l'espèce de malédiction matrilinéaire, puisqu'on voit bien que sa maman, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis une espèce d'almond mom. On voit bien que sa maman, elle a l'obsession de la minceur, elle veut vraiment que sa fille lui ressemble. Et j'ai trouvé que là-dessus, c'était une écriture assez subtile, où il y a aussi toute cette question de la sororité, des femmes qui l'entourent, du rôle qu'elles vont jouer dans l'image que Anna peut avoir d'elle-même. Et donc, c'est aller un peu dans des chemins de traverse inattendus. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais peur que ce soit, encore une fois, une histoire de vers solitaire, même si j'ai beaucoup aimé The Ugly Stepsister d'Emily Blichfeld. Voilà, je me suis dit, si ça se trouve, ça va être un petit peu comme ces épisodes d'American Horror Stories, quand ils avaient refait ces épisodes uniques. C'est pas une erreur de ma part, c'est vraiment les stories avec les vers solitaires, avec les opérations de chirurgie esthétique. Et là, j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'en termes d'écriture du malaise, on sent vraiment la détestation du personnage envers elle-même, envers les autres. La fin qu'on ne révélera pas, je m'y attendais, mais je l'ai trouvé bien foutu. Et je trouvais qu'en termes d'esthétique, de bouffe, de médecine, il y avait plein de choses comme ça où je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas trop arty. Et tout à la fois, il y a plein de moments où c'est très juste et c'est bien foutu, quoi. C'était vraiment ça. J'étais très contente, moi, de mon visionnage à la fin. J'ai été séduite, quoi, par cette proposition. Il y a aussi un côté spirituel que j'aime bien dans le film et qui est très léger. Oui. Tu m'en parlais quand on a commencé à échanger sur le film, sur le rapport au rituel pour assouvir les ancêtres, qui est lié à la nourriture et en même temps de ce Hungry Ghost, fantôme affamé. Et je trouve que c'est quelque chose en plus que le film, que la réalisatrice saupoudre sur son scénario. Mais l'écriture, et c'est ça que j'ai bien aimé, elle ne force pas le trait. Parce que c'est parfois le cas du body horror, malheureusement. Dès lors qu'il y a le corps qui entre en jeu, on va avoir des choses extrêmement soit graphiques, soit extrêmement transparentes dans les images que ça va mobiliser. Et on se dit, ah oui, ok, j'ai compris, elle se déteste, donc elle va se bouffer une main ou je ne sais quoi. Et là, au contraire, en termes d'écriture, c'est plus de l'ordre de la métaphore, de la métamorphose, des choses qui sont assez subtiles. Et non, moi, j'ai été, encore une fois, j'insiste, mais j'ai été séduite et je m'attendais pas du tout à bien aimer le film. J'ai craint que ce soit encore un énième film tournant autour notamment du sujet de la body positivity, et au contraire je trouvais que ça résonne assez bien avec ce moment qu'on traverse actuellement où on le sait, on en parle beaucoup en sociologie, on a un retour de l'héroïne chic où ça y est, que ce soit Meghan Trainor, que ce soit Kelly Clarkson, Lizzo, elles ont toutes perdu du poids. Elle qui prenait le droit à être qui on veut, à avoir le corps que l'on veut et à revendiquer sa différence dans un espace qui devait être plus accueillant pour les corps différents et hors normes, en fin de compte, pas du tout. On rétropédale et on revient sur des idéaux qui sont vraiment ceux des années 2000, en fait, de l'extrême minceur. Et je trouvais que là-dessus, le film touche assez juste, sans être dans le cliché de la pilule minceur miracle, et puis on devient super mince, et puis peut-être qu'on devient, je sais pas, on fait plus que 10 kilos à la fin. Au contraire, il y a une écriture où notre héroïne est son propre monstre, et voilà, j'ai trouvé vraiment subtil dans l'écriture.
il aurait pu prendre plein de chemins de facilité, en fait, et venir avec des gros sabots. Et au contraire, il nous touche, notamment par son héroïne, qui en fait, résonne, je pense, en tant que femme qui regarde ce film avec beaucoup de questionnements qu'on se pose et beaucoup de matraquages perpétuels qu'on a par rapport à notre image de nous-mêmes, la pression qu'on nous met sur les épaules, etc. La liste est longue. Et Marine, quelle a été ta réaction J'ai retrouvé une chronique que j'avais écrite il y a quelques années au sujet de Reliques. Ouais. Et je suis très heureuse parce qu'en fait, je la terminais en disant je parie que Nathalie Erika James va devenir l'une des grandes du cinéma de genre. Et donc, je suis très contente finalement de voir son 3e film. Alors, j'ai pas vu le 2e. Quand je l'ai commencé, pareil, j'en attendais pas grand-chose. En fait, j'avais pas beaucoup d'attentes déjà parce que, en toute honnêteté, j'avais pas du tout fait le lien par rapport à la cinéaste. Et j'ai été totalement emportée par la première partie, que je préfère, je dois le dire, à la seconde, parce que je trouve que la première est beaucoup plus abstraite, beaucoup plus symbolique, il y a beaucoup plus de recherche. On est un petit peu perdu, justement, en tant que spectateur, mais on est en même temps totalement fasciné. Et je trouve que la deuxième tombe peut-être un petit peu plus dans des codes établis, mais qui sont pas désagréables non plus, mais c'est-à-dire qu'on rentre dans cette phase d'enquête avec sa binôme, de résolution. Voilà, où on est un petit peu plus dans peut-être des codes un petit peu plus de l'ordre du divertissement, comme ça, qui vont, voilà. Mais ça ne rend en aucun cas le film mauvais, absolument pas. J'ai vraiment vu le film, moi, comme une métaphore de ce qu'on appelle l'hyperphagie, qui est en fait un trouble du comportement alimentaire. Et c'est pas forcément le trouble du comportement alimentaire le plus connu et le mieux connu. En fait, c'est un trouble qui se caractérise par des crises où la personne malade va finalement ingurgiter de grandes quantités de nourriture sans en avoir ni le besoin, ni même l'envie. Et les personnes atteintes de ça en souffrent évidemment énormément. Et je suis très attentive à la façon dont les troubles du comportement alimentaire sont représentés dans le cinéma. Je trouve que dans le cinéma traditionnel, en opposition au cinéma de genre, je fais cette opposition un petit peu binaire, je trouve que les troubles du comportement alimentaire sont mal représentés. Je trouve que c'est souvent presque sujet à plaisanterie. Je trouve que c'est très maladroit. Voire trivial, pas très important. Exactement. Plus de l'ordre du gag que de l'ordre du vrai désordre. Je suis complètement d'accord. Et moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai été atteinte de ces troubles-là pendant 6 ans, anorexie, boulimie à un stade assez grave. Et vraiment, je pense que quand votre vie tourne autour de ça, vous êtes à un tel stade d'automutilation que votre vie, en fait, devient un film d'horreur. Mais vraiment, c'est-à-dire que votre vie devient un cauchemar. Et par conséquent, je trouve qu'il est tout à fait normal que le cinéma de genre s'empare de ce sujet. Vraiment. Et je pense que c'est peut-être le plus à même de le faire et de bien le faire. Voilà, donc moi, c'est vrai que ce film-là, je l'ai perçu avec ce biais-là, qui était très personnel, mais que j'avais, et je l'ai trouvé très réussi aussi pour ça. Non, c'est très juste ce que tu dis, parce que concernant l'hyperphagie, c'est vrai qu'on nous parle souvent dans le cinéma traditionnel ou de genre, peu importe, plutôt d'anorexie, ou plutôt effectivement d'épisodes boulimiques. Mais là, j'ai effectivement trouvé que c'était assez inattendu, parce qu'on s'attendait peut-être simplement à ce qu'en ingérant ces pilules, elle perd du poids. Effectivement, il y a des épisodes, pour ceux qui ne l'ont pas vu, où quand elle est hantée par une présence, elle va se mettre à avaler des quantités de nourriture. Et il y a même une scène où elle est choquée a posteriori. Il y a vraiment toujours ce choc où elle se revoit en dissociation de personnalité, où elle se rend compte qu'elle a mangé sa propre crème, tellement, une crème pour le visage, tellement, elle avait ce moment de blackout, en fait, où elle n'était plus dans son corps. Et c'est vrai que c'est un sujet ultra tabou dont on ne parle pas, et c'est un trouble du comportement spécifique qui souvent est même pas représenté dans les imaginaires, parce qu'il est dans l'entre-deux. En fait, d'autres spectres qui, eux, sont beaucoup plus représentés avec les maladresses qu'on leur connaît. Je me rends compte juste que j'ai mal défini en fait tout à l'heure l'hyperphagie, dans le sens où en fait l'hyperphagie, ça n'est pas juste avoir des crises où on va ingurgiter une grande quantité de bouffe, c'est aussi qu'on ne va pas se purger ensuite. Voilà. C'est qu'en fait les gens qui vont tomber là-dedans ne vont pas se purger, soit en vomissant, en fait ils vont tout garder. Et donc c'est tout à fait ce qu'on voit en effet dans le film. Donc petite précision médicale. D'ailleurs, le film prend un risque, même je trouve. Moi, je sais que j'ai eu des échos de personnes qui ont trouvé que la représentation de la façon dont se nourrit l'héroïne était presque offensive par rapport aux personnes en surpoids qui mangent beaucoup, parce que c'était une description très horrifique et très
je veux dire, un peu caricatural à quelqu'un qui est en surpoids, donc qui mange beaucoup et qui mange salement, etc. Et le film a ce premier degré de l'image qu'il n'essaye jamais de désamorcer, qu'il n'essaye jamais d'expliquer, parce que c'est pas son job, parce que le film montre un état mental, le film est subjectif. Quasiment toutes les scènes comme ça de nourriture excessive sont filmées de façon très subjective, avec des ralentis, des choses comme ça. Et alors, on voit aussi que c'est aussi un vrai comportement de l'héroïne. Mais surtout, voilà, et le film prend ce risque de générer ce rejet auprès d'une partie du public, ce que moi je trouve assez courageux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire souvent très attention à expliquer toujours toutes les mises en scène des pathologies, etc., pour être sûr de ne pas tomber dans la caricature ou alors dans le mauvais goût. Mais le film s'explique par lui-même, en fait, par son parcours, par le parcours de l'héroïne, surtout quand on sait en effet que ça vient d'un terrain très personnel pour Nathalie Erika James, puisque je ne sais pas si elle a été sujette à ces troubles. En tout cas, elle raconte en entretien que ses parents dans le film, les parents dans le film sont exactement ses parents. Elle avait vraiment cette dynamique familiale-là chez elle. Et donc ça, forcément, on imagine que ça fait grandir avec une perception de ce qu'est le corps et de ce que la société attend du corps et de ce que ça fait aux gens qu'on aime, soit de s'imposer un régime extrême, soit au contraire de complètement laisser tomber. Enfin bref, il n'y a pas de demi-mesure en fait dans sa vision de ce qui est du corps et son rapport à la nourriture. Donc fatalement, ça fait grandir avec quelque chose de compliqué. On a du mal à se positionner. Je trouve que le film est super cohérent par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'il prend ce risque. Et puis il prend aussi le risque de mélanger le body horror sociétal au surnaturel pur, au film de fantôme. D'une façon, j'ai trouvé super originale, puisque le personnage est littéralement hanté par la contradiction qu'elle s'impose, c'est-à-dire de maigrir par des raccourcis, qui sont en fait des raccourcis qui ne sont pas naturels, et qui font qu'elle est hantée par cette faim qu'elle essaye de supprimer, mais qui est là parce qu'en fait, le remède pour assouvir cette faim n'est pas de prendre un raccourci, c'est de faire un travail sur soi-même. Et quand on fait pas ce travail sur soi-même et qu'on prend des raccourcis, on s'expose à les conséquences. Et le film est littéralement l'expression de ce parcours. Et c'est vrai que moi, la fin, je suis comme toi, je l'attendais venir, Fleur. Tu le savais. On savait. Quand la scène dure un petit peu comme ça, tu te dis, bon, on sait, surtout qu'on... Mais elle est élégante. Elle est élégante. Sur le plan visuel, elle est élégante, parce qu'en fait, c'est un fil rouge qui est tiré tout au long par une culture visuelle très précise que je ne révélerai pas. Elle est élégante, mais on le savait. Mais voilà, je me suis dit, bon, ok, je le savais, mais c'est joliment mis en scène et ça va dans le c'est logique dans le discours du film, du coup. C'est vrai que si elle avait réussi à se débarrasser de sa faim avec tous les raccourcis qu'elle prend. Je ne sais pas si on aurait été satisfait si c'était un happy end. Bah non, en fait, non, c'était pas possible, parce que justement, c'est le principe est de dire, bah voilà, ces raccourcis sont des raccourcis dangereux. C'est comme tu l'as dit, c'est une parabole absolument pas cachée de l'Ozempic et de toutes les. Et puis je pense aussi juste que ça, comment dire, que ce que la fin démontre, c'est aussi que l'amour n'est pas la solution. C'est ça en fait, c'est que en fait, ça aurait été trop utopiste. Ça aurait été un petit peu trop cliché et bien trop simpliste en fait que de dire elle a enfin trouvé l'amour, ça y est, elle est sauvée, elle a enfin une belle image d'elle et ses problèmes de faim entre guillemets sont résolus. Et cette fin justement est là pour dire que non. Ouais. D'autant que on se demande aussi pendant tout le film si cette relation est vraiment une relation qui a de vraies fondations, parce que on ne sait pas vraiment si la prof de la coach aurait été attirée par elle si elle n'avait pas maigri. On ne sait jamais vraiment à quel moment il y a un déclic. En tout cas, le moment où il y a vraiment une preuve d'intérêt avec des gestes physiques envers elle, c'est quand elle a vraiment commencé à maigrir, voir qu'elle a vraiment maigri. Et du coup, je me demande même si finalement il y a une vraie fondation dans cette histoire. C'est vrai que c'est pas détaillé à ce point, mais on se pose la question parce qu'elle commence à faire des posts avec elle sur Instagram quand elle-même peut vivre en miroir la perte de poids d'Anna, et donc c'est une manière aussi de se mettre en avant. En plus, elle se nourrit de la perte de poids d'Anna, puisque c'est la perte de poids d'Anna, puisque il faut expliquer, la coach sportive a enrôlé Anna dans un programme sportif, puisque elle-même est étudiante en médecine sportive, et donc elle veut prouver qu'en mettant en œuvre un programme qu'elle a inventé, elle va pouvoir faire perdre du poids à ses étudiantes. Et donc la perte de poids d'Anna est, selon elle, sa propre réussite dont elle se nourrit pour... Donc, non, mais c'est vrai que c'est un film qui est... Et à chaque fois que j'en parle avec des gens qui l'ont vu et qu'on approfondit un peu, il y a toujours tout plein de subtilités qui sont... Et je trouve que c'est vraiment la force du cinéma de Nathalie Erika James, et peut-être
presque sa faiblesse, entre guillemets, c'est que la profondeur de son écriture n'est jamais mise en avant. L'évidence de sa profondeur d'écriture n'est jamais mise en avant. C'est pas un cinéma qui se veut intellectuellement shiny, mais par contre, tout est vraiment écrit et pensé. Mais comme c'est de façon très fluide et que c'est vraiment bien imbriqué dans le récit, en fait, c'est assez peu apparent. Mais c'est peut-être aussi parce que dans la plupart de ses films, elle repose sur une métaphore structurante. Je pense à Relique aussi, avec cette moisissure qui donc se fait l'image de la hantise, de la maladie, et qui progresse et qui progresse. Et de la même manière, on peut d'abord regarder Sakharine et se dire, ah oui, c'est juste une histoire d'une fille qui est hantée par, voilà, je sais pas à quel point je peux te dire ou pas dire. Tu vois, j'essaie de pas dire, mais bref, hantée par quelque chose. Et elle en est l'autrice. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est une histoire surnaturelle. Et moi, j'avais un peu peur de ça. Au départ, quand j'ai vu qu'il y avait ce fil surnaturel qui était en train d'être tiré, je me suis dit, ok, ça va être une histoire de fantôme. Elle va finir tuée par le fantôme, elle va chercher à l'exorciser grâce à sa copine, etc. Ce qui est exactement ce qui se passe. C'est vrai, mais le discours social va quand même prendre le pas et ça permet de garder un discours intéressant, quelque chose de l'ordre, je trouve, de l'émotion et de l'empathie avec le personnage qui à aucun moment ne nous rebute ou nous est insupportable. Je pense à une très belle scène notamment qui est liée avec comment on appelle ça, le vide-ordure, où elle va se regarder elle-même depuis le vide-ordure, un espèce de face-à-face avec ce qu'elle est devenue, ce qu'elle pense avoir réussi à sauver ou pas. Et il y a des choses comme ça que j'ai trouvé très subtiles, le fait que de la même manière, le fantôme qui la poursuit n'apparaît que dans des miroirs convexes, ça permettait aussi des jeux en termes de photographie, en fait, qui étaient assez bien trouvés, tout en se plaçant dans une longue tradition des miroirs de sorcières. Et des petites choses comme ça, je me suis dit, ah oui, ok, c'est bien trouvé sans être putassier, sans en faire trop. Et sans être expliqué en plus, parce que c'est vrai que le coup des miroirs convexes n'est pas du tout expliqué jamais pendant le film. Alors qu'il suffirait presque d'une recherche internet de l'héroïne et qui explique, mais pas du tout en fait. Mais tant mieux. Oui, j'aime bien en plus ces films qui parce que en vrai, elle s'en fout de se demander pourquoi ça apparaît dans les cuillères et pas quand on retourne les cuillères. Enfin, voilà, c'est le vrai problème, c'est comment elle se débarrasse de ça, quoi. Donc ça aurait été totalement artificiel, mais c'est vrai que du coup l'écriture n'est pas du tout artificielle et c'est très appréciable. Très bien, on va laisser Sakharine tranquille, on va lui souhaiter surtout une belle vie au cinéma le 3 juin dans tous vos cinémas si tout se passe bien. Allez le voir. Voilà. Et écoutez la bande son, parce que ça c'est j'ai trouvé ça très chouette. Il y a tout un travail des sonorités, des ventes qui gargouillent notamment, qui est très bien fichu et qui crée aussi un supplément de profondeur au film où c'est pas juste l'image, c'est aussi ce qui se passe dans nos oreilles. Il y a un truc aussi dans l'image. Est-ce que non, je t'ai interrompu. Vas-y. Je voulais juste te dire, il me semble que dans Relique, le travail sur le son aussi était très approfondi. Enfin, j'en ai ça comme souvenir, en tout cas. Mais elle fait des films qui sont vraiment extrêmement techniquement aboutis. Même dans la photo de Sakharine, il y a une opposition entre l'acidulé et la grisaille et tout ça qui est très intéressante, je trouve, et qui crée... Et les cadavres qui deviennent des gâteaux. Ouais, voilà. Ouais. Non, il y a vraiment plein de chouettes choses. Allez constater ça au cinéma. On va continuer notre exploration de la body horror, ou du body horror d'ailleurs. Moi j'ai toujours tendance à dire je dis au masculin, mais comme tu l'as dit au féminin, on va dire qu'on accepte les deux. Bah, je me dis que c'est l'horreur, donc horreur féminin, voilà. Et je sais que... Ne m'oblige pas à corriger tout mon livre. Je sais que dans Mad Movies, je faisais exprès, je corrigeais tout le monde, je mettais la body horror et on venait me voir, on me disait pourquoi tu l'as corrigé. C'est ma logique, c'est moi le correcteur. Voilà. Mais je ne sais pas. Donc le ou la body horror. Et j'ai oublié de faire les petits papiers pour tirer au sort. Alors on va procéder par ordre chronologique. Et si on procède par ordre chronologique, c'est moi qui m'y colle. Voilà, c'est parti. Je vais vous parler de peut-être le film qui est l'extrême inverse de tous les autres films dont on va parler. Society de Brian Yuzna, un film de 1989. Pour resituer, Brian Yuzna, c'est un joyeux drille qui s'est mis au cinéma en tant que producteur. Pour la simple et bonne raison qu'il s'est dit tiens, il y a du pognon à se faire. Voilà, c'était sa première et unique vocation. Et pourtant, ça n'a pas empêché de devenir quelqu'un d'assez important et d'assez intéressant, notamment parce que malgré cette envie de se faire du pognon, c'est aussi quelqu'un qui aime bien le surréalisme, c'est aussi quelqu'un qui aime bien provoquer, qui aime bien aller dans l'extrême. Et il a fait son premier coup d'éclat en produisant Reanimator de Stuart Gordon. Donc on peut dire qu'il a eu la baraka et surtout qu'il a tout de suite mis les pieds dans un domaine de l'horreur qui tient de l'extrême, qui tient du body horror, alors là il y avait du Lovecraft, du body horror, il y avait tout, et puis il y avait l'esprit aussi très frondeur de Stuart Gordon qui venait du théâtre expérimental new-yorkais et qui lui aussi avait envie un petit peu d'utiliser le cinéma d'horreur pour faire bouger un peu les lignes. Et puis au bout d'un moment donné, Brian Yuzna il s'est dit en produisant des scénarios et en voyant que parfois les films n'aboutissaient pas comme il pensait qu'ils pourraient aboutir, il s'est dit pourquoi je pourrais pas être capable de le faire moi après tout.
Et il a donc signé son premier film en tant que réalisateur, Society. Alors Society, ça venait d'un projet, il avait commencé à développer un premier scénario qui était, lui, il était très attiré par cette idée de paranoïa, de héros qui commence à soupçonner que tout son entourage n'est pas ce qu'il apparaît, n'est pas ce qu'il lui semble être. Mais c'était d'abord dans un périmètre de plus de films de secte assez basiques, etc., qui se déroulaient à Hollywood. Et puis il a décidé qu'il fallait que ce soit plus choquant que ça, parce qu'il fait partie, Brian Usna, je trouve, de ces réalisateurs qui... Et d'ailleurs, je crois qu'il avait dit une fois, c'était à la sortie de Reanimator 3, Beyond Reanimator, il s'est dit, même si le film est nul, il faut qu'à un moment donné, une scène qui va tellement faire péter un câble aux gens qu'ils se rappelleront du film. Et dans Beyond Reanimator, il faut se rappeler que c'est quand même un très mauvais Reanimator, mais dedans, il y a quand même un rat qui se bat avec une bite en stop motion, et ça, et ben, quand on le voit, on l'oublie pas. Et c'est Takashi Miike qui avait la même logique à l'époque où il enchaînait vraiment plein de films au Japon quand il en réalisait 5 ou 6 par an. Et je me rappelle notamment d'un film, je crois que c'était, je me rappelle plus du titre, mais où il y avait à un moment donné un combat de coq en stop motion tourné en bullet time façon Matrix, bref, voilà. Donc j'aime bien ces réalisateurs qui se disent que même s'ils tournent avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, ils vont quand même mettre leurs pattes pour faire en sorte que le film soit mémorable. Society l'est, assurément. Society donc raconte l'histoire d'un jeune adolescent de Beverly Hills, je crois, Palm Beach ou Beverly Hills en tout cas, bon, où vous situez un petit peu l'ambiance. Qui vit bien sa vie d'ado riche et célèbre et adulé par les pom-pom girls du lycée, mais qui se dit aussi qu'il n'est pas forcément à sa place, que toute cette culture un petit peu du clinquant, du bien-pensant, c'est pas forcément sa cam à 100%. D'ailleurs, on voit qu'il traîne avec son meilleur pote, n'est pas vraiment approuvé par ses parents. Et puis en même temps, il trouve que sa famille est chelou. Ses parents ont une relation très étrange avec sa sœur, très, très tactile. Et puis, il voit un psy pour lui parler de ses doutes. Et puis, il voit des choses étranges. Et il pense qu'il hallucine. Et puis, un jour, il découvre la vérité que je vais vous dire, parce que ça date de 89 quand même. On spoil ici, de toute manière, c'est connu. En fait, voilà, ses parents, sa sœur, tous les gens riches autour de lui appartiennent à une espèce de culte bizarroïde, assez indéfinissable. En gros, c'est des partouzeurs, mais des partouzeurs fusionnels, au point où leur corps se mélange. Et c'est une allégorie absolument pas fine, mais alors pas du tout, mais c'est ça qui est génial, de la façon dont le corps bourgeois ne fait qu'un et ne fait que se nourrir des classes sociales défavorisées pour continuer à vivre, continuer à fleurir et à continuer à profiter des autres. Et le film serait... et Brian Usna le dit d'ailleurs, hein, quand il le revoit, le film, il trouve que c'est pas super bien réalisé, il trouve que c'est assez plan-plan par moment, mais il avait cette vision de cette finale absolument extraordinaire, ces 15-20 dernières minutes complètement barrées, dont on doit beaucoup, enfin dont la réussite tient beaucoup au travail du maquilleur japonais Screaming Mad George, qui est vraiment un artiste d'effets spéciaux japonais réputé pour ses effets extrêmement surréalistes. Dali est beaucoup cité à la fois dans l'image, dans le film d'ailleurs, parce qu'on voit des peintures de... Je sais pas si c'est les peintures de Dali vraiment, je sais pas s'ils ont pu se le permettre, mais en tout cas, il y a des peintures dans la maison des parents du héros qui font beaucoup penser à du Dali. Et puis Usna en parle dans des interviews. Et Screaming Mad George aussi en parle beaucoup. Screaming Mad George, vous avez pu voir son travail dans Poltergeist 2, Les aventures de Jack Burton, Les griffes du mandarin, Freddy 3, Les griffes du cauchemar, le meilleur. Il a fait aussi des films plus gros comme Abyss ou autre, mais il a fait The Giver, et puis Freaked, qui s'appelle quelque chose La Cité des monstres, je crois, en France, qui est un film qui est passé un peu inaperçu, qui ressort bientôt en Blu-ray d'ailleurs. Voilà, donc cette scène finale est une espèce de sommet du body horror over the top, avec, je crois, le plus gros animatronique jamais réalisé pour tout cet assemblage de corps. Et donc, moi, j'ai voulu choisir ce film parce qu'on associe souvent le body horror à Cronenberg, a raison. On associe souvent le body horror à des tourments très internalisés, on va le voir avec les films dont on va parler, à des tourments qui amènent à des narrations très sérieuses, et je ne dis pas ça péjorativement du tout, parce que j'adore les deux films que vous avez choisis. Mais il est assez rare que le body horror soit festif. Il est assez rare que le body horror soit aussi une façon de se dire c'est cool, les effets spéciaux gore et inventifs,
on se marre, et en même temps qui dit quand même quelque chose. Alors après, avec le schématisme de Brian Yuzna et de ses scénarios, mais en même temps qui justement, je trouve, va vraiment rentrer dans l'art et va prendre un petit peu ce prétexte pour être un gore-fest très fun. Et puis, on ne voit pas souvent des gens retournés comme un gant. Et Oui. on n'en voit pas assez, je trouve. Il y a plein de gens, on aimerait bien que ça leur arrive. Je crois que la seule autre fois où j'ai vu ça, c'était dans, tu vas peut-être pas, de Manitou, de Graham Masterton. Je sais pas si tu l'as lu celui-là. C'est Masterton, on Mais en je crois avait que tu en as parlé. parlé la dernière ouais, fois. et dans Cette scène, elle t'a traumatisé. Oui, Je crois que ça fait déjà exactement. 2 fois que Voilà. tu l'as. Et il y avait déjà une scène de personnes retournées comme un gant, et j'avais lu Manitou avant, et quand j'ai vu Brian Society, je me suis dit, il a lu Manitou, c'est pas possible. Voilà, donc pas énormément de choses à dire sur Society, c'est pas un film qui se prête à une analyse très profonde, mais voilà, j'avais envie d'illustrer un versant un petit peu plus coloré, on va dire, de la body horror, en soulignant que du coup que c'est un film, enfin que c'est un genre qui est extrêmement large, notamment au Japon. Il y a beaucoup de films de body horror qui sont extrêmement festifs, extrêmement barrés et complètement tarés, avec toute la team Sushi Typhoon, etc., qui ont exploré vraiment des mutations du corps complètement folles. Et avec la présence d'un spécialiste des effets spéciaux japonais, je trouvais que aussi que Society est un film qui fait qui fait ce pont en avance par rapport à ce que le cinéma japonais d'horreur va devenir. Donc voilà, puis je vous laisse dire ce que vous avez pensé de Society. Alors moi, je suis pas super fan de Brian Yuzna. On va me jeter des pierres. Non, Par je peux contre, j'ai comprendre. revu il y a pas très longtemps avec Morgane, justement, on a présenté Society sur grand écran au Festival Hallucination Ça devait être quelque Collective de Lyon. Et c'était quand même fou de voir la scène d'orgie sur l'énorme écran et surtout de le vivre collectivement avec des gens qui n'avaient jamais vu J'ai le jamais vu film voilà. et qui faisaient « Mais non, c'est pas possible !» Parce qu'effectivement, la première fois qu'on le voit, ça reste délirant, que ce soit la scène des fesses du papa qui sort de la fille, que ce soit effectivement les trompes bizarres qui apparaissent des visages, et puis ce pauvre copain qui se retrouve digéré vivant. Et puis moi, j'aime la scène que j'ai beaucoup aimée, c'est ce bonhomme qui est juge ou je ne sais quoi, une espèce de notable horrible. du coin et qui récupère le grain de beauté, et qui est très content d'avoir le grain de beauté qu'il a digéré et qui est maintenant sur sa joue. Donc Brian Yuzna, voilà, je pense que c'est moins mon délire, ces scènes un peu grand guignolesque, grotesque du body horror, mais je pense que ça reste un incontournable, et notamment cette scène d'orgie, voilà, elle est quand même fondatrice aussi de pas mal de textes contemporains qui parlent justement du népotisme. J'ai lu il y a pas très longtemps Guillotine de Delilah S. Dawson, et qui reprend de moins grand guignolesque cette idée de fusion des élites et de comment est-ce qu'en démembrant des corps, on démembre aussi l'élite, les 1%, et comment est-ce qu'on peut se venger justement des classes dominantes. Donc Brian Yuzna, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a quand même semé sa graine dormante qui continue de germer dans des esprits qui récupèrent un aspect peut-être plus sulfureux et plus contestataire en fait à partir de ce film-là. Oui, c'est vrai que, alors, en dehors du final consanguin très jusqu'au boutiste, mais que j'ai trouvé tout à fait passionnant et fascinant, moi surtout, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri pendant le film, qui est quand même assez drôle. C'était une découverte pour moi. Je m'attendais pas du tout à cette fin, donc j'étais vraiment une spectatrice plutôt passive, plutôt naïve, plutôt curieuse. J'ai passé un bon moment. Ce qui a un côté en plus qu'à Beverly Hills. Exactement. Un peu déjanté, un peu. Les scènes sur la plage, Voilà. en fait, avec les éjacs faciales à base de crème solaire, voilà, tout ça donne lieu vraiment à des plans qu'on n'avait pas demandé, absolument improbables, mais qui sont plutôt jouissifs, sans mauvais jeu de mots. Voilà, moi, j'avais pas grand-chose à en dire. C'était une découverte intéressante pour ma part. Très bien. On va te laisser le micro, puisque ça va être. Et là, on va rentrer dans un autre calibre de la body horror. Ça sera un petit peu moins drôle, on va dire. Ouais. Moi, j'avais envie de vous parler de Dans ma peau de Marina de Vanne. Pourquoi ? Parce que Marina de Vanne, je l'ai rencontrée du coup pour mon livre, puisqu'elle est l'une des cinéastes que j'ai interviewées pour le cinéma de genre au féminin. Et ça a été une rencontre que j'ai trouvée tellement intéressante qu'ensuite j'ai proposé à Sophie de faire tout un portrait d'elle. Et Marina de Vanne, c'est une cinéaste qui a surtout tourné dans les années 2000, début 2010, qui maintenant écrit beaucoup, qui a écrit des livres, qui a écrit des scénarios, mais qui vit en fait de façon assez recluse maintenant. Et j'ai compris pourquoi, puisque donc elle m'a pas mal parlé de sa vie. Je trouve que son parcours, il est très symptomatique de la façon dont, hélas, on a traité il y a 25 ans les femmes dans l'industrie cinématographique, française ou autre.
et a fortiori les femmes qui faisaient du cinéma de genre, ou qui du moins essayaient d'en faire. Marina DeVane, elle a eu vraiment une trajectoire tragique en fait, c'est-à-dire que son deuxième film, donc qui n'est pas celui dont je vais parler, mais qui s'appelle Ne te retourne pas, qu'elle a fait avec Sophie Marceau et Monica Bellucci, qu'elle a présenté à Cannes, a été torpillé, absolument torpillé. C'était tellement injuste. Oui, vraiment, parce qu'en plus, en fait, on l'a plus ou moins forcé à le présenter alors qu'il restait au moins 3 mois de travail sur les effets spéciaux et tout. Enfin, et puis le fait que ça soit donc une jeune femme qui se retrouve avec un très gros budget, avec 2 stars à son casting qui montent les marches de Cannes, etc. Il y avait quelque chose en 2009 qui était visiblement un peu trop moderne et qui n'était pas trop appréciable de la part du public et de la critique. Et elle a tellement mal vécu en fait qu'elle est vraiment tombée. Enfin, elle a eu une descente aux enfers de environ 10 ans ensuite, quoi, où elle est vraiment tombée dans la drogue, dans l'alcool, dans les médicaments. Et ça a été très très dur. Et heureusement, elle a réussi à s'en sortir. Et c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré cette femme, elle m'a dit, écoute, OK, pour ce portrait, pour cette interview, juste, est-ce qu'on peut faire ça chez moi? Parce que je suis devenue un peu sauvage, j'ai pas trop envie d'aller dehors. Donc, je dis, OK, d'accord. Et puis elle me dit, et puis aussi, voilà, j'ai des petits soucis de concentration, donc peut-être, est-ce que ça serait possible d'adapter la façon dont on va mener cet entretien? Donc, je me suis débrouillée, en fait, pour venir 3 fois chez elle. Et ce que j'ai trouvé touchant, c'est qu'au fur et à mesure de nos entrevues, je pense que voilà, elle gagnait en confiance par rapport à moi. Et je me rappelle que je sais plus si c'était lors de la deuxième ou troisième entrevue, euh, elle était assise sur son lit. Alors parce que chez elle, c'est vraiment un capharnaüm et il y a très très peu de meubles en même temps. Et donc moi, j'étais assise par terre pour faire cette interview. Elle était assise sur son lit en face de moi. Et je remarque que sur ses jambes, parce qu'elle était en short, qu'il y avait vraiment des très grosses cicatrices. Et en fait, j'ai compris pourquoi par rapport à ce qu'elle m'a raconté. Donc, j'en viens à son premier film, Adam ma peau, parce que voilà, tout cela est lié à ça. Marina DeVane, elle se fait connaître d'abord comme comédienne et co-scénariste de François Ozon. Et donc, en 2001, elle sort son premier long métrage qui s'appelle Dans ma peau, qu'elle a écrit, qu'elle réalise et dans lequel elle joue. Ça parle de Esther Nives, qui est une jeune trentenaire brillante. Voilà, tout lui sourit dans sa vie. Et à la faveur d'un accident banal, elle s'ouvre la peau sans faire exprès. Et là, en fait, elle se rend compte qu'elle a une appétence pour sa propre chair qu'elle ne maîtrise absolument pas. Et le film va filmer comme ça ce glissement mental, physique, vers une addiction qu'elle développe qui s'appelle en fait l'autophagie. Et Marina DeVane a souffert elle-même dans sa propre vie d'autophagie. Et ça, ce que je trouve vraiment d'une sincérité folle, c'est qu'en dehors du fait qu'elle en ait fait un film, elle en parle de façon très libre, quoi. Et je trouve ça très courageux de sa part, vraiment, c'est assez fou d'en être capable, parce que vraiment, avec ce film, elle fait une mise à nu dans tous les sens du terme, et en plus, donc, encore une fois, c'est son premier long métrage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Marina DeVane, elle ne voit pas Dans ma peau comme un film de genre. C'est-à-dire que pour elle, c'est un drame psychologique. Et d'ailleurs, elle dit que finalement, ces 2 premiers films, Dans ma peau et Ne te retourne pas, ne sont pas des films de genre pour elle, puisque le fantastique a une résolution surnaturelle, alors que dans ces 2 premiers films qu'elle a faits, eh bien, la résolution est d'ordre humain et d'ordre psychologique. Je cite ces mots, pour elle, en fait, ce sont des films qui parlent de femmes à côté de leur pompe. Et dans ma peau, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'en effet, elle ne voulait pas faire un documentaire sur l'autophagie ou sur sa vie, parce que ça aurait été pas intéressant pour elle d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de mise en scène, et que donc en effet, elle a quand même été chercher des split screens, elle a quand même été dans une recherche visuelle, quoi. On n'est pas non plus dans une forme qui est classique, qui est banale. Mais elle ne voulait pas non plus aller dans le film de genre parce que, et à nouveau je reprends ces termes, faire un film d'horreur aurait voulu dire que sa vie était une horreur et qu'elle était un monstre finalement. Et voilà, je trouve que ce film, c'est pas pour rien qu'il est devenu culte, parce il a été présenté au MoMA il y a pas longtemps, aux côtés de films de Cronenberg, de Claire Denis. Ça en dit long, je trouve, 25 ans après, sur ce que ce film est devenu aux yeux des gens. Je trouve ça très triste finalement que elle ait tant souffert dans sa carrière, dans sa vie, mais heureusement finalement que
que la carrière, même tardive de Dans ma peau, même si sur le moment ça a été un succès public et critique, mais le fait voilà, que 25 ans après, le film ait acquis ce statut culte, j'espère que ça lui donne peut-être une petite quiétude et voilà, que dans sa vie, ça lui apporte ça. Ouais. Bah, d'autant plus qu'avec l'avènement critique et public de la body horror en France, pourtant, elle n'en profite pas, elle ressurgit assez peu dans les dialogues autour du genre en France, etc. Alors que Julia Ducournau ou Coralie Farja sont les nouvelles héroïnes du genre, et a raison, hein, là n'est pas la question, mais c'est vrai que Dans ma peau est vraiment un film précurseur dans le domaine. Après, c'est peut-être aussi justement parce que Marina n'a pas non plus voulu se positionner dans ce créneau et que ça l'intéressait pas d'être dans cette case de héros AULT de la body horror française féminine, que elle a parlé d'elle, elle a parlé de, et c'est tout ce qui l'intéressait, c'était tout le projet fait. Au final, quoi. Oui, c'est ça. Après, je pense que, comme elle le dit aussi, encore une fois, elle-même, elle est très douée en fait pour s'inspirer d'elle-même, pour être son propre matériau. Et là, dans le film, elle l'est de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'elle raconte son histoire et en même temps, on la voit qui mange sa propre chair. Donc, il y a quelque chose comme ça de très jusqu'au boutiste. Et par rapport à Ducournau, elle s'est permis ce petit tacle qui n'en était pas. Hein. Je pense que vraiment, juste, c'était une phrase sincère de sa part. C'était pas du tout pour bâcher qui que ce soit, où elle a dit, pour moi Grave, c'est pas vraiment un film de genre, c'est pas du body horror, c'est juste un film sur des fêtes étudiantes, et en fait les scènes sanglantes sont finalement très maigres, quoi. Ce qui est vrai dans l'absolu. Pour moi, ça reste un film de genre, mais bon, après, on n'est pas là pour refaire un débat à un sens, puis c'est pas un débat. Qui mange plus qui, quoi. Voilà, on pourrait faire un débat. Voilà, et puis surtout, chacun a une vision je veux dire, personnel d'un film et le ressent par rapport à son propre vécu, son propre ressenti, etc. Donc ça pourrait faire, en revanche, l'objet d'une discussion très intéressante. Moi, c'est marrant parce que Marina Devan, je l'ai rencontrée 2 fois au même festival, au festival de Gérard Armé. Une première fois où elle était là en tant que jurée, et une deuxième fois où elle était là pour présenter un film en compétition, Dark Touch. Et entre les deux, elle s'est sortie de la drogue, elle a fait sa cure de désintoxication. Et c'était du coup extrêmement étonnant à quelques années d'intervalle d'avoir c'était touchant et triste aussi de voir cette transformation absolument radicale de quelqu'un qui était tellement flamboyant que tu ne pouvais pas ignorer sa présence même dans une pièce immense, dans une salle de cinéma de 700 personnes, et qui des années plus tard était d'une discrétion, d'une modestie absolue. Et je me rappelle que la deuxième fois où elle est venue, je me suis retrouvé à sa table au dîner d'ouverture. Et on se regardait un peu en chien de faïence sans trop oser se présenter. Moi, j'étais impressionné. Je me suis dit, c'est Marina Devan, quand même. On a fini par discuter et on parlait cinéma. Et elle me disait que... je sais plus comment on arrivait, par exemple, à parler de Brian De Palma. Enfin, j'ai pas trop vu ses films et tout. Elle a pas une âme de pur cinéphile parce qu'elle est pas dans le cinéma pour ça. Elle est dans le cinéma pour dire les choses qu'elle a envie de dire sur les sujets qui l'intéressent. Elle est pas là pour être dans la performance citationnelle, et elle se targue pas d'une culture encyclopédique. Mais dans un lieu comme Gérard Armé, beaucoup de cinéastes essaieraient de faire croire que c'est le cas ou autre, et elle n'avait absolument rien à fiche. Et en même temps, ce qui était assez étrange, c'était de voir à quel point, et du coup, de constater que à la première fois qu'elle était venue, la drogue lui donnait une aisance sociale qu'elle n'avait plus. Tout à fait. Du coup, moi, comme j'avais pu discuter un petit peu avec elle à ce dîner d'ouverture, après, quand je la voyais un peu tout seul au fur et à mesure du festival, j'allais la voir pour me demander comment ça allait et tout. Et en fait, j'avais trouvé ces 2 échanges à des années d'intervalle assez touchants, à tel point que j'ai voulu réaliser un documentaire sur elle. Okay. J'ai essayé d'en monter un. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de financement. On m'a dit que la chaîne, en l'occurrence, ne serait pas intéressée et que c'était un sujet pas produisible, mais j'en avais nourri l'envie. Voilà, donc je suis très content que tu lui aies donné la parole, du coup, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à donner. D'ailleurs, on le voit dans la littérature. J'ai pas lu ses livres, mais je suis très curieux parce qu'à chaque fois, je trouve que ils sont très intéressants. Les sujets sont super intéressants. En plus, elle aborde pas mal le polar dernièrement. Oui. Et tout en le mêlant à son vécu. Je trouve que c'est quelqu'un de passionnant. Alors, figure-toi que Dans ma peau, autant j'avais vu ces 2 autres films, autant Dans ma peau, je ne l'avais toujours pas vu. Ok. Parce que le film me faisait peur.
Oui. Il est très perturbant, voilà. ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et je savais que j'allais vivre un truc assez particulier. Et je te confirme, je l'ai regardé hier soir. Je l'ai repoussé un petit peu. Et Dieu sait que pourtant j'en ai bouffé des saloperies. Mais cinématographique. Quand je dis saloperie, je parle juste d'extrême. Je parle pas de qualité, bien sûr. Et le film m'a fait très très mal. Et en même temps, je le trouve, elle est, en plus, elle est incroyable. Elle est d'un magnétisme à l'écran. Tu peux pas quitter des yeux. Bien. Elle joue extrêmement bien. T'as pas l'impression qu'elle joue en fait. Et puis du coup, il y a tellement pas de frontière entre quand tu sais ce que tu sais d'elle. Il y a tellement et que tu vois le film. Limite, tu vois, j'aurais pas vu, je l'aurais vu beaucoup plus tôt et je ne saurais pas ce que je sais de son parcours, de sa vie, de ses troubles qu'elle a affrontés. Peut-être que le film aurait été moins dur à regarder. Mais là, la voir se faire du mal vraiment devant la caméra, parce que autant il y a des moments où c'est des effets spéciaux, autant il y a des moments où elle se fait vraiment du mal, elle malaxe sa chair, etc. à un niveau où je me dis, mais arrête, tu te fais mal. Et c'est très dérangeant. Et pourtant, le film arrive à être le plus dérangeant quand il montre rien. Je pense à la première scène dans la scène, c'est vraiment la scène qui m'a fait le plus de mal, la scène de stockage, là, quand elle descend au sous-sol et puis qu'elle trouve une pièce de métal par terre c'est hors champ, on voit rien quoi. Et pourtant l'intensité de son jeu, l'intensité de son regard, la précision de ses gestes, les bruitages aussi, elles font que c'est vraiment un moment quasiment insoutenable où j'ai beaucoup gigoté sur mon canapé à ce moment-là. Et du coup, je trouve que le film, quand tu sais qui elle est, ce qu'elle a affronté, est vraiment d'une tristesse insondable et en même temps un geste artistique de scrutation, d'autoscrutation dans le miroir en disant mais qui suis-je, c'est quoi ça, cette chose que j'habite. Et moi je connais des gens très proches qui ont souvent ce genre de questionnement sur est-ce que ma forme est réelle, et si ma forme est réelle, je peux la toucher, mais est-ce que c'est juste une information de toucher, etc. Du coup, si ma forme n'est pas réelle, est-ce que le monde est réel, et voilà, qui sont des questionnements qui partent de la chair, de la chose la plus basique, palpable, qui nous est le plus palpable et la plus familière, jusqu'à des choses existentielles à un niveau cosmique. Et je trouve qu'elle le traduit, et un peu comme Nathalie Arquette James, sans rien formuler. En fait, juste, c'est le fait de voir cette personne considérer son corps comme quelque chose qui lui est extérieur et avec laquelle elle peut jouer, dont elle peut profiter, qu'elle peut goûter, auquel elle peut faire des choses qu'on n'est pas censé faire parce qu'on est censé avoir mal, et avoir ce stop qui est atavique dans notre perception de la douleur. Et je trouve que c'est une espèce de vertige un peu insondable comme ça qui naît de pas grand-chose. D'autant que le film est très bien fait, même en termes d'effets spéciaux notamment. Enfin, vraiment, je trouve que les scènes plus graphiques sont vraiment spectaculaires et elles font vraiment très très mal, et en même temps elles sont filmées de façon plein phare. Il y a très peu de mise en scène esthétique, en tout cas. Enfin, il y a une esthétique très discrète qui tient plutôt du cadrage, du montage, etc., mais pas de la lumière. Et parfois c'est même très troublant d'avoir d'un coup cette esthétique du cinéma horreur underground dans un film qui a l'air d'un film français comme beaucoup d'autres, et d'un coup il y a une irruption comme ça de Après, ces je pense que codes la graphiques. présence de Laurent Lucas, qui était aussi, à cette époque oui. dans tous les films français, je pense que ça joue aussi sur ça, quoi, sur ce côté un petit peu drame psychologique en huis clos. Qui est d'ailleurs dans Grave, c'est une filiation qui pourrait. Ah, c'est vrai. Et dans Calvaire aussi. Et dans Calvaire, ouais. Et donc voilà. Et donc voilà, pour plein de raisons, je trouve le film assez fascinant, et je continue de faire que renforcer aussi le fait, je pense, qu'on a perdu une voix du cinéma avec Marina Devan, que l'industrie a à ce point-là repoussée, alors que je pense qu'elle a une façon d'aborder le corps à l'écran, comme on en voit assez peu au final, je trouve. Et notamment, moi, j'avais très envie de parler de Chromosome 3, parce que Chromosome 3, c'était mon film, ça a été peut-être ma porte d'accès à la body horror et au cinéma de David Cronenberg. Et rétrospectivement, je trouve que Chromosome 3 reste quand même un film sur l'hystérie féminine, alors qui naît aussi de quelque chose de privé, parce qu'à l'époque, Cronenberg était en train de traverser un divorce très très difficile, et il essayait de récupérer la garde de ses enfants. Et donc le film naît de quelque chose comme ça, d'assez intime, mais j'ai quand même ça m'a poussé à ne pas prendre le film justement pour cette raison-là. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, et si je regardais dans ma peau pour voir si ça pourrait pas être le candidat. Donc quand tu l'as choisi, je me suis dit, c'est très bien, je vais enfin le voir, et je suis pas déçu du voyage, c'est un sacré morceau. Et Fleur. Ouais. Moi, j'adore ce film. Je le recommande toujours à tout le monde, mais plutôt aux gens qui aiment déjà l'horreur et l'instabilité. Parce que je pense que c'est un film qui est difficile à regarder. Je n'irais pas le recommander à des gens qui ne sont pas familiers des
expériences perturbantes de visionnage. Moi, je ne saurais plus dire quand je l'ai vu, mais je sais qu'il est resté gravé. On parlait la dernière fois, je pense, de quand j'avais vu Haute Tension d'Alexandre Aja. Il y a des films comme ça, je pense, qui parsèment en fait ton expérience de visionnage et que tu n'oublies pas. Et ça fait partie de ces films-là qui, je pense, comme pour beaucoup, enfin, nous marquent profondément, nous touchent sans qu'on arrive à mettre les mots dessus, mais on sait qu'on a eu une expérience très intime avec la réalisatrice. Et en t'écoutant, forcément, je pensais à d'autres travaux que moi, j'essaye de mener et que tu mènes aussi sur le matrimoine, en fait, concernant cette volonté politique de redonner de la visibilité à des femmes, peu importe leur corps de métier. Hein. Dans la bande dessinée, c'est aussi le cas. Il y a tout un travail autour du matrimoine. Je pensais en t'écoutant à Chantal Montelier, par exemple, qui a été complètement invisibilisée dans le champ de la BD, justement par des hommes qui ont pris le devant de la scène, et elle avait tous les mérites pour devenir une extrême grande BDaste, et elle a complètement disparu. Ses BD, pour certaines, ne sont plus rééditées, et on ne se l'explique pas autrement que par une misogynie structurelle qui a fait que des hommes ont été mis sur le devant de la scène. Et c'est là où je trouve que les travaux qu'on fait en tant que critique, en tant qu'universitaire, en tant qu'historien du cinéma, ils sont utiles et importants, parce que c'est pas simplement de la critique de seconde main, c'est aussi un positionnement politique que d'essayer de redonner. Alors là, on est entre nous, on est tous partie prenante, mais c'est important que cette parole-là, elle soit portée comme tu l'as fait dans ton bouquin, en fait, de donner de la revisibilisation à des femmes, puisque c'est des femmes, hein, c'est pas très étonnant, qui ont été invisibilisées par des rapports de pouvoir, par une certaine vision du cinéma, alors même qu'on voit que là, tous les trois, on est totalement raccord pour dire que Dans ma peau, ça nous a tous donné une expérience de visionnage qui, je pense, est de l'ordre de l'indescriptible. Ça nous a touchés dans notre chair, ça nous a troublés, et ça va continuer à nous travailler mentalement et corporellement pendant encore un paquet d'années. Mais ouais, c'est un film que j'adore. On avait beaucoup parlé la dernière fois de mon attrait pour l'amputation et pour les expérimentations de la descente dans son propre corps, et de cette espèce de vertige de la possibilité de se faire du mal, et en se faisant du mal, de mieux comprendre la mortalité et la fragilité de qui on est. Et ce film-là, je trouve... est vraiment prodigieux à ce niveau-là. Il est grandiose. Il est grandiose, et elle mérite tout le bien qu'on peut dire de sa filmographie. C'est une certitude. C'est vrai que c'est un film qui... du coup, moi, je suis assez déstabilisé depuis que j'ai découvert hier, mais qui tourne beaucoup en tête, et qui a aussi cette qualité d'être un film extrêmement intime, mais qui ouvre des portes vers des choses d'un ordre bien plus grand, et sans le faire de façon apparente du tout. Il y a une pudeur inattendue en fait dans ce film-là. Oui. Et en même temps, Marina, à l'époque où elle était plus sous l'influence, malheureusement, c'était quelqu'un d'assez flamboyant, et je m'attendais à ce que ça se ressente dans le film, alors qu'en fait déjà c'était pas la période. À cette période, elle avait déjà des troubles. En tout cas, elle expérimentait sur son propre corps, et elle avait beaucoup de questionnements, mais elle n'était pas sous influence à ce moment-là. Mais c'est vrai que je m'attendais à un film peut-être plus grandiloquent, alors que c'est vraiment quelque chose de très intime, et en même temps, c'est pas une descente aux enfers en plus. C'est ça qui est assez fou. Non, parce qu'en fait, elle filme ces séances où elle se mange, en fait, ces séances d'automutilation, d'autocannibalisme. Elle les filme comme si le personnage, et donc elle-même par extension, comme si elle était dans un état de grâce, quoi. Et donc elle les filme presque de façon sensuelle. C'est vraiment c'est ça qui est très perturbant, je trouve. Et voilà, et elle s'en cache pas, puisque c'est vraiment son but, c'est de filmer ça avec une sensualité qu'on voit au travers de son image. Non, c'est brillant. Si vous ne l'avez pas encore vu, précipitez-vous dessus. Je crois qu'il est difficile à voir dans des bonnes conditions en France. Pareil, il faudrait peut-être qu'on bouge un petit peu un éditeur vidéo pour se pencher sur la question. On va faire une belle édition. Enfin, je dis pas qu'on va le faire, hein, mais on va trouver quelqu'un si c'est pas encore dans les tuyaux. On va passer à ton film, Fleur. Je t'en joins. J'ai beaucoup hésité. On s'est un peu bataillé à se dire est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi. Moi, c'est Men d'Alex Garland. J'ai sans doute des reproches quand même à faire à ce film, parce que donc je vais d'abord peut-être le résumer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il s'agit d'Harper, qui est une jeune femme qui a perdu tout récemment son mari dans des conditions somme toute assez tragiques. Son mari lui a fait du chantage, lui disant « Eh bien, si on divorce, je me tue ». Et elle s'est dit « Bon, là, c'est simplement une menace en l'air, c'est une manière de me garder auprès de lui. » Et pas du tout. Dans l'instant d'après, il va sauter du balcon. Et il y a cette scène qui ne va cesser de la hanter tout au long du film. Elle voit au ralenti son mari, bouche grande ouverte, qui tombe, et elle qui pousse un cri silencieux. Donc c'est vraiment cette scène séminale qui va pousser Harper
à se reposer dans la campagne britannique. On espérait qu'elle ait un peu de repos. Ça ne va absolument pas être le cas. Le petit Airbnb, le petit hôtel dans lequel elle va trouver refuge, va en fait être habité par des hommes qui ont tous les mêmes visages et elle ne va pas du tout donc trouver la tranquillité d'esprit. Il y a une scène qui n'est pas du tout graphique et qui pourtant moi m'a hantée au point où dès que je passe près d'un tunnel de train, j'y pense. C'est une scène à l'occasion de laquelle elle se promène en forêt, c'est un peu bucolique, c'est agréable et elle voit un vieux tunnel désaffecté dans lequel passait fut un temps un train. Et elle voit très très loin un bonhomme qui court vers elle, un homme à toutes jambes qui court à sa rencontre. Et donc on comprend bien qu'il y a une menace qui court de plus en plus proche vers elle, un espèce d'état de sidération de sa part parce qu'elle n'arrive pas à connecter les neurones. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi est-ce qu'il court vers moi? Quelle est son envie? Qu'est-ce qu'il me veut en fait, cette silhouette? On ne sait même pas que c'est un homme à ce moment-là qui arrive vers moi. Je l'ai trouvée glaçante, cette scène, alors qu'elle ne montre pas grand-chose en soi. Sinon la possibilité d'une agression dans un espace qu'on pensait être protégé et complètement anodin. Et l'autre scène dont je parlerai après, qui elle est beaucoup plus body horror, beaucoup plus graphique, n'est pas forcément celle que j'ai retenue. Moi, c'est vraiment celle du pont que j'ai trouvée à la fois très réelle, je pense, dans l'expérience que les femmes peuvent faire de l'espace public, même si ici c'est une forêt, mais d'un espace qui devient soudainement hostile parce que parasité par une figure qui ne devrait pas s'y trouver et qui a donc une volonté peut-être de nuire ou de faire du mal à cette femme qui est en train de se promener. Et à partir de là, tout le film va construire un discours. Alors ça, c'est le premier niveau d'analyse, mais celui de se dire, en fin de compte, ces hommes qui ont tous le même visage, c'est le fameux, not all men. Oui, si, ce sont toujours des hommes qui, en fait, représentent le patriarcat, qui représenteraient sous différents visages, que ce soit celui du curé, celui du barman, celui du policier, des formes de masculinisme qui font du mal aux femmes. Il a été interprété à de nombreuses reprises de cette façon-là. C'est une des lectures qu'on peut faire. C'est d'ailleurs une des critiques qui a été faite à Alex Garland de se dire, mais en fait, qui est-il pour se substituer en fait à la parole des femmes et à porter un discours sur ce que les femmes vivraient en société sous la pression des hommes. J'ai vu aussi certaines analyses féministes dire, est-ce que c'est pas une manière pour lui de se décomplexer en disant en gros, oui, les hommes sont comme ça, je l'ai compris, je l'ai intégré, j'en fais un film, mais moi, je suis différent. Est-ce que c'est une espèce d'auto-flagellation que de se dire non, moi je suis pas exactement comme eux? La question est ouverte. Moi, je trouve que l'écriture est subtile. En plus de ça, alors je suis pas du tout une fan d'Annihilation, par exemple, de l'adaptation qu'il avait fait de Jeff Vandermeer, mais quand même, c'est tout de même, rappelons-le, Alex Garland qui a travaillé au scénario de 28 jours plus tard, de Sunshine. Donc, c'est quand même un scénariste en qui on peut avoir relativement confiance. Et moi, j'ai beaucoup aimé le visionnage de Men. J'ai moins aimé le sous-texte folk horror, parce qu'il y a tout un travail autour du fameux Green Man, une figure qui est partagée entre différentes cultures, notamment celtiques, une espèce, j'allais dire, de géant vert, mais c'est pas la marque de maïs, c'est plutôt une créature sylphide qui est en fait un symbole souvent de génération, de fertilité, etc. Et ça donne lieu donc à une scène que je vais forcément vous évoquer avec peu de mots, mais en tout cas une scène de parthénogénèse, d'autogestation complètement délirante, à l'occasion de laquelle c'est un de ces hommes au visage unique qui va engendrer sa descendance en accéléré, sortant par les trous qu'il peut trouver. Parce qu'évidemment, il n'a pas de sexe féminin, donc ça va sortir par le nombril, ça va sortir entre les jambes, on ne sait pas trop comment, ça va sortir par la bouche. Et c'est un éternel recommencement, puisque à peine né, notre bonhomme, il est déjà en sein et il est prêt à engendrer quelqu'un d'autre. Ce qui m'a bien plu quand même pendant cette scène absolument dégueulasse et qui dure, je crois, 8 minutes de mémoire, c'est que Harper, elle n'est pas sexualisée, elle n'est pas fétichisée. Elle aurait pu être en nuisette, comme dans beaucoup de films qui vont mettre en scène des femmes fragiles, en ayant le regard de la caméra sur elle, qui en fait donc un objet de regard. Et au contraire, il y a un moment où on la voit, elle se dit « mais j'en ai marre ». Est-ce que c'est pas bientôt fini cette scène dégueulasse? Et là-dessus, j'ai trouvé qu'Alex Garland avait mis de l'humour juste là, au moment où il fallait. Ce petit regard méta de dire, est-ce que c'est un cinéma qui s'auto-regarde? Oui, mais de manière rigolote, critique et très second degré. Et donc, elle va aller planter cette espèce de créature difforme qu'on comprend assez vite. Le discours est transparent, né de sa propre culpabilité, puisque le dernier être qui sort, ce n'est autre que son mari décédé. C'est marrant parce que moi je l'ai pas du tout lu comme ça. Il va falloir que tu me dises. Parce qu'il y a aussi toute l'autre lecture de l'Éden, de machin. Il y a eu toute une interprétation aussi biblique où elle serait une interprétation de Lilith. Enfin, il y a eu plein d'interprétations comme ça. Mais est-ce que toi, du coup, t'as aimé le film ou au contraire? J'adore. Déjà, Garland, moi, c'est vraiment dans les 10 dernières années, c'est un de mes réalisateurs préférés. Je suis un fan de Annihilation hardcore. J'adore Civil War. Le film de guerre qu'il a co-réalisé aussi, qui s'appelle Warfare.
qui est sorti seulement sur Prime en catimini l'année dernière et qui est extraordinaire. Un film sur ce que c'est d'être un soldat, mais juste débarrassé de toute considération politique, de l'absurdité d'être un soldat. Et qui est vraiment une expérience cinématographique assez folle. J'ai très hâte de voir ce qu'il va donner avec. Là, il est en train de réaliser un blockbuster, une adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Elden Ring pour A24. C'est le plus gros budget de A24 depuis la création. Je sais pas ce qu'il y a. C'est un jeu complètement fou avec un univers vraiment très cryptique en plus, assez proche finalement, je trouve, de son type de narration. Ça m'étonne pas qu'il ait été attiré par ça. Et puis j'adore Ex Machina, qui est quand même quasiment le premier film moderne sur le male gaze, avant même que la notion de male gaze ait vraiment été introduite dans la sphère médiatique. Donc je trouve qu'il a toujours eu déjà une écriture assez intelligente des personnages féminins, une écriture assez consciente des enjeux qui entourent un personnage féminin dans un film, et a fortiori un film de genre. Il était plutôt précurseur là-dessus. Et dans Men, j'ai eu la chance de l'interviewer 2 fois, Garland, une fois à l'époque The Ex Machina et une fois pour Men. Et en fait, lui, il me disait que Men, c'est un film qu'il a conçu pour être le miroir de ce que le spectateur, de la façon dont le spectateur se positionne par rapport au sujet du film. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te dire oui, Not All Men, parce que c'est ta conviction intime. Et en fait, que le film va te révéler à toi-même comment tu te situes par rapport au sujet. Et que lui, il a cherché à taire à ne rien illustrer, à ne rien verbaliser pour justement donner la possibilité d'avoir non pas ses multiples interprétations, mais ses façons de recevoir le film. Et donc moi, c'est vrai que je l'ai reçu d'une façon où en effet, le traumatisme initial, alors pour moi, ne vient pas de sa culpabilité. Moi, je la vois pas du tout coupable. Je la vois surtout victime, parce qu'on sent en plus que son mari, c'est quand même quelqu'un qui était capable d'être violent, en tout cas qui était au moins border, mais il me semble même qu'il y a une scène où vraiment il la frappe. Ouais. Et qu'après, en fait, tous ces hommes qui ont le même visage, et qui la poursuivent partout. Et à la fin de cette autogénèse, cette scène folle de 8 minutes, ce qu'il en reste, c'est une nouvelle naissance d'un avatar de son mari. Et que moi, je le voyais justement sur le fait que le mal original, c'est lui, mais parce qu'il lui a fait, il lui a montré que tous les hommes sont coupables. Parce que le mal qu'il lui a fait va se transmettre pour elle à tous les hommes. Tous les hommes sont capables de lui faire du mal. Si celui à qui elle était liée, par choix, par amour, avec qui elle avait choisi de passer sa vie, a été capable de lui en faire. Et d'ailleurs, en plus, il y a un côté, une résolution presque pacifique. Finalement, à la fin, il s'assied à côté d'elle, ils ont une petite discussion. Et qui pour moi, voilà, un petit peu de cet ordre. Mais en même temps, en analysant ça, et après avoir discuté avec Garland, je me suis aperçu que ça reflétait justement ma vision de tout ce sujet, du fait que Not All Men, oui mais non, dans le sens où et j'ai souvent eu cette discussion où je ne me considère pas comme un All Men, même si d'autres regards extérieurs pourraient me dire si, et en fin de compte All Men si quand même. Enfin, c'est compliqué quand on a l'impression d'être catégorisé dans une catégorie à laquelle on a l'impression de ne pas appartenir. Mais c'est pas à nous de verbaliser si c'est juste ou pas, en fait. Et je trouve que du coup, mon interprétation du film reflétait ma réflexion sur le sujet, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouvais le film assez subtil et vraiment assez très très costaud, en fait, dans sa manière d'utiliser des motifs visuels juste pour instiller comme ça une espèce de graine de réflexion sans même qu'on s'en aperçoive, qui va nous positionner sur le sujet. Et je reviens très vite fait sur la scène du tunnel, que je suis comme toi, au cinéma, quand j'ai découverte, j'étais mais vraiment abasourdi. Parce que non seulement il y a ce motif du tunnel, mais ce qui se passe juste avant, l'écho, où elle est littéralement en train d'essayer de se remettre en face avec elle-même, où elle joue avec l'écho de sa propre voix, où elle commence à construire une mélodie, et que d'un coup, pour la première fois depuis le début du film, on sent qu'elle est dans une phase d'apaisement avec elle-même, dans ce tunnel qui pourrait être inquiétant, mais qui pour elle est une source de trouver un écho à qui elle est, à qui elle a envie de redevenir. Et puis cette éruption, tout au fond de cette toute petite silhouette, qui est une expression littérale de ce que beaucoup de femmes malheureusement vivent aujourd'hui, ont toujours vécu. Je trouve que cette scène est absolument brillante, et je trouve que Garland est vraiment un des grands formalistes des troupes de notre époque, à travers des formes cinématographiques très excitantes, très ludiques, et en même temps qui sont pas ludiques à des fins commerciales, qui sont ludiques parce qu'il aime manier
l'image, le son. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a toujours un compère sonique avec Geoff Barrow, le producteur de Portishead, qui est le compositeur de ses bandes originales. Et je trouve que la bande originale de Men est incroyable, comme les autres bandes originales qu'il a faites. Donc voilà, non, pour moi, c'est un très très grand film. Alors moi, comme vous, c'est vrai que les tunnels, depuis ce film, je ne les ai plus jamais vus de la même façon, mais vraiment. Et anecdote très glauque, l'une des dernières fois où j'ai repensé justement au film Men en passant dans un tunnel, c'était au parc des Buttes-Chaumont, où je suis passée avec mon chien, et il s'est avéré que le lendemain, on a trouvé à cet endroit-là un sac poubelle avec une femme coupée en morceaux par son mari. Putain. Voilà, non, mais vraiment horrible, bref. Je trouve que le final d'un grotesque assumé est incroyable, parce qu'en fait, on se demande à quel moment ça va finir. Et on a envie de rire, on est horrifié, on a envie de rire aussi. Et il y a comme ça une espèce de crescendo qui ne veut pas finir. Et je trouve que ce geste est très radical et par conséquent très intéressant. Et je pense que c'était une prise de risque énorme, en fait, vraiment de finir là-dessus, après avoir quand même fait plus un film qui est imprégné de mystère. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture de ton à la fin et qui rend le film très intéressant. Je trouve ça très intéressant également, la façon dont les 2 derniers films de Garland ont été reçus. Enfin, je pense à Civil War aussi. C'est-à-dire qu'ils suscitent des réactions épidermiques, mais vraiment d'une violence, en fait, d'une virulence. Et je pense que ça montre qu'il est au bon endroit. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait du cinéma de genre, si le cinéma de genre ne dérange pas, est-ce que c'en est vraiment finalement, ou alors est-ce qu'on tombe pas vraiment dans un truc mainstream qui est absolument inintéressant? Et le fait que Garland, en effet, suscite toutes ces réactions violentes, virulentes, je pense qu'il est au bon endroit, et j'espère qu'il le restera. J'espère qu'il va continuer à explorer ça. Bon, là, de ce que tu dis, je suis pas totalement sûre qu'il... Il est surprenant, le bonhomme. Hein. On sait jamais. Écoute, tu le connais mieux que nous, apparemment. Non, pas du tout. Mais tu le connais très bien. Non, mais il est surprenant dans sa façon de mener sa carrière, je trouve, d'aller à chaque fois on l'attend pas. Et il a montré aussi qu'il était capable de faire des films très très popcorn. Le Judge Dredd qu'il a pas officiellement réalisé, qu'il a produit mais dont on dit beaucoup, et qu'il a écrit mais dont on dit beaucoup aussi qu'il a finalement fini par le réaliser parce que le réalisateur, qui je ne me rappelle plus son nom, n'arrivait pas à fournir le film attendu, ou en tout cas ou à respecter les budgets ou les délais, je ne sais plus. Mais et puis c'est un vrai formaliste en plus. C'est quelqu'un qui aime bien jouer avec l'image, qui a une approche en plus extrêmement moderne. Je trouve de l'image, il s'empare vraiment des outils modernes de narration et de il filme avec des caméras numériques, mais il essaie de retrouver un grain, et en même temps il joue avec les profondeurs de champ. Il est un petit peu formaliste, pas au niveau d'un Tony Scott, mais je trouve que parfois il y a quand même une espèce de recherche de l'esthétique pour l'esthétique, mais qui vient imprégner toute la philosophie du film, qui est assez spectaculaire. Et donc c'est à la fois un formaliste, à la fois un théoricien, à la fois quelqu'un qui aime le genre et qui le brandit comme un argument commercial. Je trouve qu'il a une espèce de posture en équilibre qui du coup fait qu'il est aimé par beaucoup, détesté par d'autres. Ces films sont des petits succès au box-office, mais sont jamais d'immenses succès non plus. Il est dans un terrain comme ça, un entre-deux qui le rend assez précieux. Mais je pense que un échec, si Elden Ring est un échec, je pense que sa carrière aura du mal à s'en remettre. Après, bon, il a toujours Danny Boyle comme compère pour mettre ses scénarios en images, mais en tout cas, voilà. Et puis oui, en plus qu'en effet, il est quand même aussi pas mal revenu sur le devant de la scène avec les 2 28 ans qu'il produit et qu'il a écrit. S'il y avait eu un 3, j'aurais bien aimé qu'il le réalise lui-même. Malheureusement, c'est mal parti pour que la trilogie des 28 ans se termine. Mais voilà, donc non, c'est un grand réalisateur. Je sais pas si tu as un mot conclusif à dire sur Men. Qu'il faut le voir. Juste déçu, alors pas par la scène finale, mais par les derniers instants. Parce qu'on pourrait croire à nous entendre que cette scène grotesque, grandiloquente est la conclusion du film, mais il y a un tout petit moment en plus qui m'a vraiment fait penser à Midsommar d'Ari Aster. Et je me suis dit, je vais pas le révéler, mais je suis pas sûre qu'on avait vraiment besoin. Peut-être qu'on aurait pu s'arrêter sur cette scène du salon en compagnie de son ex-mari détestable et coercitif. Et voilà, je n'en dis pas plus sur la fin, mais là je me suis dit, c'est dommage. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas, on mentionne cette scène, mais elle est esthétiquement cette scène finale incroyable. Les effets spéciaux sont dingues. Il y a une qualité organique qui est pourtant impossible. Enfin, c'est forcément du numérique et des CGI, et la façon dont ça bouge, c'est impossible que ce soit des animatroniques. Alors après, il y a peut-être des éléments isolés qui ont vraiment été filmés en live, mais je ne sais toujours pas à ce jour comment cette scène a pu être tournée.
C'est assez incroyable. Et tu lui as pas demandé? Mais non, Mmh. je peux pas tout lui demander. Mais enfin, Tu le sais comme moi, hein, les interviews réelles, c'est compliqué de poser toutes ces questions. Voilà, donc non, mène. Et puis alors, je vais rendre du coup, et je vais commencer les recos Shadows en rendant un hommage à Aurélien, qui lui avait choisi le film Stop Motion, Qui est génial. que nous avons sorti à Halloween dernier sur Shadows, un film assez troublant sur l'exercice de la stop motion en elle-même, qui est un exercice de cinéma qui est très exigeant, très difficile. Ah bah mon ordinateur veut que je mette un code, bravo. Normalement je peux le déverrouiller avec mon doigt, mais là, avec les empreintes, il ne veut pas. Donc moi je voulais me connecter à Shadows, voilà, hop, vous avez tous les coulisses. Qui est un film de Robert Morgan, donc un réalisateur jusqu'ici de court-métrage, spécialisé dans la stop motion alternative, j'ai envie de dire, ou underground, même si c'est un mot un peu galvaudé de nos jours. En tout cas, dans la stop motion à tendance plutôt cauchemardesque, à tendance assez dark, et qui, là, réalise un film live à 70%, on va dire, sur une jeune animatrice qui vit dans l'ombre de sa mère, grande spécialiste de la stop motion, et qui va devoir finir le film de sa mère. Et donc c'est un film qui mêle plusieurs niveaux de narration, et dont l'élément body horror n'est pas forcément évident de prime abord, mais il y a un côté possession, il y a un côté ne plus être maître de son propre corps, il y a un côté voir son corps faire des choses qu'on ne lui a pas demandé de faire, ou en tout cas qu'il est fait aussi par un réflexe qui vient de l'affiliation, qui vient de l'héritage culturel, qui vient de l'impression qu'on a de devoir perpétuer l'œuvre de la personne qui nous a amenés en ce monde, alors qu'on n'est pas forcément le miroir de cette personne. Et puis il y a aussi tout le côté stop motion. Robert Morgan a une approche de la stop motion très organique, très body horror. On sent vraiment les chairs qui suintent, même si elles sont artificielles. Il a vraiment cette patte comme ça qui est assez unique. Et donc, du coup, c'est vrai que le côté body horror se prolonge esthétiquement dans toutes les parties en stop motion du film. Et c'est une expérience assez unique que vous pouvez toujours voir sur Shadows, donc n'hésitez pas. Voilà, bisous. Vous aviez une autre reco, ou peut-être vous voulez dire un mot sur stop motion? Oui, moi j'étais trop contente en fait quand j'ai vu sur Shadows que vous aviez mis les courts-métrages. Oui. Parce qu'en fait ils sont très peu connus. Moi je les ai visionnés quand j'étais beaucoup plus jeune sur YouTube en cachette. Parce qu'il y a notamment un qui est super connu, à l'occasion duquel c'est un chat qui vole les mains d'un enfant, et on comprend qu'en fait il vole les visages, il vole tous les éléments de corps. Et là on est vraiment dans du body horror, mais qui utilise vraiment à plein régime les opportunités du stop motion, et comment est-ce que cette pâte à modeler se fait chair et peut substituer les personnages. Et j'ai toujours trouvé son univers complètement fou, complètement barré, à la fois très troublant et très malaisant. Moi, ça m'a rappelé un côté Jim Henson que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, et qui parfois s'autorisait des sorties de route comme ça, C'est vrai. très inquiétantes, même si c'était pour les enfants. Et c'est vrai que quand j'avais vu que Stop Motion était en préparation, je n'attendais que ça. J'avais très très hâte. Je l'avais regardé en streaming, évidemment, dès qu'il est sorti, tellement j'étais excitée. À l'époque, il n'était pas sur Shadows, malheureusement. Et j'avais été un poil déçue. Parce que la fin est très attendue, mais rien que pour les parties de stop motion, moi j'étais ultra ravie, parce qu'on retrouve ce qui fait vraiment sa patte, c'est-à-dire une stop motion qui est presque de la viande qui a deux jambes ouais. et qui s'anime, et il est très très fort pour ces petites créatures de malaise en fait qui sont formées de bouts de viande, de quelques cheveux, qui ont toujours un air triste en plus. Enfin, il se situe vraiment sur les traces des grands animateurs de stop motion, comme Ray Harryhausen et tous les autres, que ce soit les films d'Alice au Pays des Merveilles en stop motion. Enfin, il a vraiment, je trouve, porté cet héritage en gloire et montré que l'horreur peut en faire quelque chose qui n'est pas du toc, qui ne fait pas enfantin, et qui vraiment tire les pleins partis du stop motion. Pour moi, c'est vraiment un des plus grands artistes de stop motion actuels, et il a vraiment influencé jusqu'à Adult Swim, qui maintenant a aussi fait des dessins animés très flippants, utilisant le stop motion comme quelque chose qui pouvait justement alimenter du malaise, de l'épouvante et du dégoûtant. Marine, tu l'as vu? Je l'ai tout à fait vu, c'est une très belle découverte. Après, écoute, on a tellement bien parlé, franchement, moi j'ai rien de plus intéressant et encore moins de plus intelligent à dire, donc vraiment... Mais je peux enchaîner par contre sur Marocco. Vas-y, je t'en prie. Moi, je voulais vous parler de Thirst de Park Chan-wook parce que c'est l'un de ses films les moins connus, enfin, je pense. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mademoiselle. Pour le coup, Thirst est, à mon avis, encore plus érotique, encore plus baroque. J'ai un rapport personnel à Park Chan-wook très important dans ma vie. C'est vraiment
Oldboy a été une déflagration. Voilà, quand je l'ai vu pour la première fois, je pense que je ne suis pas la seule. À une époque où je ne savais même pas ce que voulait dire cinéma de genre, ça a été vraiment un des chocs cinéphiles, voilà, un des chocs qui ont vraiment compté pour moi. Oui. Et Thirst, c'est une réinterprétation, voilà, de l'histoire de Thérèse Raquin. C'est ça, Thérèse Raquin, mais en version vampire. Et donc, il est évidemment question, comme très souvent chez Park Chan-wook, de désir, de morale, avec beaucoup de perversion par-dessus tout ça. C'est foisonnant, c'est très inventif, ça va très loin. Ce qui est intéressant, c'est que chez Park Chan-wook, il y a quand même toujours des petits motifs de body horror, mais qui sont vraiment disséminés, genre ça et là. C'est-à-dire que dans Oldboy, ça va être la langue que l'on coupe avec des ciseaux. Dans Thirst, ça va être l'hameçon qui accroche un lobe d'oreille. Dans Mademoiselle, ça va être une dent carriée que l'on va comme ça caresser, frotter. C'est un cinéaste que je trouve en tout point passionnant. Il maîtrise l'art de l'ellipse à la perfection. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui attend de nous que l'on soit en tant que spectateur à 100% présent. Parce que en un plan, il va encapsuler tellement d'informations et il va nous faire comprendre, si on est assez attentif pour le voir, il va nous faire comprendre tout ce qu'il s'est passé dans des scènes qu'il n'a en fait pas filmées ou qu'il n'a pas gardées. Donc voilà, c'est un film exigeant, bouleversant. Je pense notamment à la scène finale qui est assez incroyable et très mélancolique. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire. Ça a été un plaisir de le revoir sur Shadows. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je l'avais vu au cinéma à sa sortie, donc ça commence à dater. C'était il y a quasiment 15 ans, je crois. J'étais ravie de le revoir et ça a été un bonheur renouvelé. Faut que je le revoie parce que c'est dans mon souvenir peut-être le Park Chan-wook que j'aime le moins, mais c'est aussi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais quand je dis c'est Park Chan-wook que j'aime le moins, vu que je le tiens en estime comme être peut-être le plus grand formaliste vivant actuellement, je suis d'accord. c'est que ça reste quand même un sacré morceau de cinéma. Moi, Park Chan-wook, chaque fois que je vois un film de lui, je me dis mais comment il fait pour avoir encore des nouvelles idées, comment il fait pour être autant capable d'approcher ces sujets avec une mise en scène aussi discrètement inventive. Parce que non seulement il y a tout ce qu'on voit dans sa virtuosité, mais aussi tout ce qu'on voit, tout ce qui est beaucoup plus subtil, comme tu le disais, sur sa façon de cadrer, sur sa façon de jouer, sur la profondeur de champ pour dire des choses. Moi, j'ai pas encore vu No Other Choice, mais Decision to Live, son précédent, m'a tellement mis sur le carreau, m'a scotché par la puissance de sa mise en scène et par la façon dont il arrive à faire passer des choses. J'ai trouvé que c'était un petit peu le In the Mood for Love du thriller, c'est-à-dire un film qui montre comment l'amour naît mais là au sein d'un polar, sans montrer les passages obligés et en montrant plutôt justement tout ce qui est de l'ordre beaucoup plus de l'intime, du non-dit, c'est bien dit. Et les scènes d'interrogatoire notamment dans Decision to Live sont incroyables. La façon dont il utilise l'espace et les écrans pour séparer les personnages ou alors les mettre dans le même plan, mais au même temps où la profondeur de champ les sépare quand même s'il n'y a pas d'éléments graphiques. Enfin, c'est d'une finesse absolue. Et c'est vrai qu'il y a aussi des petits éléments de body horror dans Decision to Live, les fourmis qui passent sur les yeux des cadavres, des trucs comme ça, et plein de choses. Non, Park Chan-wook, c'est un très grand. Et ça fait un bout de temps que je me dis qu'il faut que je revoie Source, que je suis peut-être passé à côté. Je me demande si, parce qu'il n'y a pas une histoire de Director's Cut, une version beaucoup plus longue, je crois. Alors, il me semble que sur Shadows, vous avez les deux. Je crois. Parce que j'ai vu ça. Alors après, je suis allée voir en termes de durée, la Director's Cut à 10 minutes de plus. Voilà. Et j'avoue ne pas non plus avoir poussé le truc jusqu'au stade de comparer les deux versions en les matant à la suite. On a les deux versions. Et on fait bien notre boulot quand même. Je précise juste une chose aussi parce que du coup, grâce à votre plateforme incroyable, j'ai découvert il y a 2 jours un court-métrage qui s'appelait Mange. Et c'était une découverte totale et imprévue pour moi. Et ça reste dans le thème de Saccharine, puisque ça parle d'une femme qui va être payée par un mystérieux bonhomme sorti de nulle part pour manger devant lui. Et évidemment, ça va aller de plus en plus loin. Voilà, jusqu'à la gourmandise, puis jusqu'à la gloutonnerie, puis de plus en plus dans un excès totalement pervers et dangereux. Et ben là encore, ça nous permet peut-être justement de reboucler sur Aurélien, puisque c'est Aurélien qui fait la sélection de tous les courts-métrages sur Shadows et il fait un boulot assez fou.
Donc voilà, encore une dernière occasion de lui rendre hommage à un camarade tombé. Non, je rigole, je sais que tu vas revenir. Il est juste père, bah enfin, oui, je ça sais. va. Non, mais comme je suis père, ça fait un bout de temps que je le charrie en lui disant tu vas voir maintenant, hein, tes soirées PlayStation et tes regarder des films, voilà. Profites-en bien. Non, mais je le charrie parce que je me projette en fait. Voilà. Camarade, nous t'embrassons. Merci beaucoup d'être venu derrière ce micro Plaisir. pour parler saccharine, body horror et autres joyeusetés. Et puis, est-ce que vous avez des actus? Est-ce que je fais mes recommandations quand même? Mais oui, tu l'as parce pas que fait? j'étais aussi en train de me dire, Qu'est-ce que attends, j'ai? Oh là là. Non, mais en sans fait, Aurélien, c'est je suis l'âge, perdu. c'est l'âge. Sans Aurélien, Je n'ai merci. pas fait Non, ma c'est petite ma faute. recommandation j'aurais préféré que tu dises Shadows. sans Aurélien, t'es perdu, plutôt que tu me dises c'est l'âge, s'il te plaît. Merci. j'ai enchaîné en fait, après qu'elle ait parlé de Men, j'ai enchaîné voilà, sur ma... Ah non, C'est pour ça pardon. que tu es perdu. Voilà. Du coup, je ne sais pas si je recommande Si. Shadows. Là, maintenant, je dis. C'était l'embarras du choix. Je m'étais posé la question de est-ce que je recommande Redux parce que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé à la fois touchant et à la fois super bien foutu. Moi, j'adore les films de paradoxe temporel comme Cohérence, comme Prédestination, mais je ne l'ai pas recommandé parce que vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, Sache mais qu'on ça me essaye permet quand d'avoir même de dire il cohérence. faut le voir. Ah, Cohérence, j'adore. On essaye. Cohérence, il est On est prodigieux. Normalement, c'est bon. On n'en dira pas trop parce qu'il faut Ouais. surtout pas le spoiler, mais c'est filmé comme un mockumentary et il y a un phénomène spatial qui va causer des distorsions dans le réel. Voilà, il faut le voir, il est vraiment super. Ouais. C'est un film à twist comme je les adore. Écrit avec, tourné avec 10 balles et un Mars et 8 acteurs Absolument. et une maison. Et Mais basta. ça rend très bien. Ouais. Mais je n'en dirai pas plus, voilà, parce que ce n'est pas ça ma recommandation officielle. Non, j'avais choisi Sainte Maud de Rose Glass. Pourquoi ça? Je pense que c'est un peu le fruit du hasard. J'ai lu tout récemment La Baptiste de Cécile Delacoudre, que j'ai beaucoup aimé, publié chez Le Dilettante, dans lequel c'est une jeune femme, Anastasie, qui se croit la réincarnation du Christ et qui va convertir l'humanité avec la techno. Et c'est vrai que quand tu m'as demandé ma reco Shadows, j'ai tout de suite pensé à Sainte Maud de Rose Glass, qui a des atomes crochus avec ce roman-là, puisqu'on suit donc Cathy, rebaptisée Maud, une infirmière qui, on ne sait pas trop, a sans doute fait une faute professionnelle, mais en tout cas a perdu un de ses patients, qui donc est devenue à présent aide-soignante, mais surtout dévote absolue, qui est maintenant donc devenue Sainte Maud, et elle se persuade qu'elle doit sauver l'âme d'une ancienne danseuse du nom d'Amanda, qui donc souffre d'un lymphome, qui est dans les derniers moments de sa vie, et elle va consacrer chacune de ses respirations à sauver son âme, la sauver de l'alcool, de la cigarette, de son lesbianisme. Tout est bon, tout est à juger. Et évidemment, on suit la descente aux enfers de ce personnage qui, dans les premiers temps, nous touche. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à cette pauvre Maud qui est visiblement très seule, qui se parle beaucoup à elle-même, mais on comprend assez vite qu'elle a quand même pas mal de névroses. En tout cas, il y a des choses irrésolues. Et quand elle se parle à elle-même, c'est plutôt à Dieu qu'elle parle. Elle va entrer en monologue avec Dieu, parfois en lui parlant en gallois. Moi, je suis censée être moitié galloise. Je n'ai pas compris un mot, tu vois. J'étais un peu déçue. Et donc, on suit, voilà, sa descente aux enfers. Elle va avoir une fracturation de la psyché. Elle va descendre de plus en plus. Je dirais pas trop... voilà ce qu'il en est. Je ne raconterai pas non plus la fin, mais je la trouve bien mesurée, je la trouve bien trouvée. Elle est d'autant plus bien trouvée qu'en interview, en fait, Rose Glass, qui a aussi fait Love Lies Bleeding, avec ses femmes ultra testostéronées, explique qu'elle voulait faire un anti-Carrie, en tout cas qu'elle voulait se détacher de Carrie. Et donc j'invite vraiment ceux qui vont le regarder à avoir ça en tête. Comment est-ce qu'elle a su renouveler cette figure d'une femme forte, parce que c'est une femme forte, Sainte Maud, et je pense qu'on est touché par elle. Et tout à la fois, on ne peut pas rester indifférent à cette fin, voilà, qui est quand même quelque chose qui est bien trouvé. Et quand je l'ai revisionné, donc tout spécialement pour toi, même si tu m'as oublié en chemin, je pensais à un autre court-métrage que j'avais très envie de recommander, qui n'est pas sur Shadows, mais qui fait écho, et peut-être sera-t-il sur Shadows tout bientôt. C'est Portrait of God. Est-ce que c'est Dylan Thomas, son nom? J'ai peut-être un doute. Je crois, ouais. C'est ça. Qui va bientôt être, c'est la rumeur, c'est Adapté, le cas, adapté chez A24, je crois, sous la houlette Alors, de Jordan Peele en partie. Il y a pas je mal crois que de c'est une rumeurs coprod différentes. Sam Raimi, Jordan Peele, ce qui est Ouais, quand même ça va être pas mal. un joli double Et parrainage. voilà, regardez-le, ce court-métrage-là. Il est voilà, très barkérien, hein, il est très beau, une jeune femme qui travaille sur le fait de pouvoir peut-être, elle aussi, voir le portrait de Dieu dans une image où elle ne voit strictement rien. J'en dis pas plus, je l'avais donné à mes étudiants en visionnage, parce que je l'ai trouvé super, super fort. Et il a voilà, des résonances avec Sainte Maud, avec La Baptiste de Cécile Delacoudre. Je trouve que c'est voilà, 3 propositions très différentes qui s'interrogent sur la vocation religieuse sans jamais tomber dans un jugement purement athéiste qui serait celui de dire bah non, on sait très bien qu'elle entend des voix, que c'est dans sa tête. Notamment dans le film de Rose Glass, il y a tout un travail sur ce qu'elle appelait les godgasmes, donc des orgasmes générés par le divin, l'extase religieuse. Il y a tout un travail symbolique sur les siphons, sur les
les percées dans le ciel, qui ont quelque chose aussi de William Blake, de Gustave Doré. Enfin, je trouve qu'en termes de culture visuelle, c'est beau. Je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde, ce film-là. Et pourtant, ça reste une expérience de visionnage que je trouve très artistique, très touchante J'essaie et de me réussie. rappeler. Je crois que l'année de sa sortie, je l'ai mis soit mon film préféré ou le deuxième, il me semble. J'avais été Oui, t'as absolument marqué, scotché, ouais. découvert au Festival de Ouais. Gérardmer. Mais tu vas encore te manquer de moi, mais j'ai interviewé Rose Glass au Festival de Gérardmer. Ok, très bien. Et on a discuté de ce dernier plan final, de ce plan final, et d'une double interprétation possible mais de ce plein plan de final. gens ont d'autres interprétations de cette fin-là. Elle est tout à fait surprise, parce que pour elle, Oui. l'interprétation, c'est Oui. celle que nous, Oui. on a par rapport à notre Je position pense sur la bien. religion, et qu'un jour, à une des Ouais. premières projections, on est venu la voir et Oui. on lui a parlé de cette autre interprétation. Tout à fait. Elle fait, Qui est merde, plus, j'y avais pas pour pensé. donner un indice, pour que les gens comprennent, Oui. plus lié aux flammes. Voilà. Ouais. Et oui, j'étais très étonnée, moi aussi, de cette culture-là. Mais Ah, ok, je comprends ce que Ouais. vous voulez dire. Mhm. D'accord, ok. voilà. Où en fait, on réinterprète Ok, la d'accord. fin à Ouais. l'aune Donc avec de la ce même- ok, dialogue d'accord. qu'elle Voilà. avait avec peut-être quelqu'un d'autre. Mm. Mais quelque part, tant mieux. Oui, si oui. Ça reste une film fin où crée du c'est dialogue. pareil, c'est une fin qui revêtira le sens qu'elle a en chacun d'entre nous et non pas de Ouais. façon empirique pour tout le monde. T'en avais pensé quoi toi, de Sainte-Maud? Je trouve très intéressant le fait que ce film ait acquis, il me semble, une notoriété après coup. J'ai vraiment l'impression que c'est maintenant un grand film de genre, que c'est en tout cas considéré comme tel. Il a souffert du Covid en plus, il devait sortir, il était Parce repoussé qu'il est de 2019, Ouais, c'est ça. je crois Ouais. qu'il a été repoussé au moins 2 fois de sortir sa sortie en salle à cause du Covid. Judith, Demoiselle d'horreur, a fait un épisode de son podcast consacré à ce personnage, en fait, au personnage de Maud, qui est passionnant. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et on embrasse Judith. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas Tout venue à dire ce fait. micro d'ailleurs, faudrait y remédier. Et c'est drôle parce qu'il me semble vraiment que là, on a beaucoup parlé de films avec des fins particulièrement spectaculaires. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai. hasard, mais ouais, cette fin, je l'ai revu hier, ce film. Pour moi, en fait, à partir du moment où le cinéma de genre repose sur cette thématique du fanatisme, ça marche très bien sur moi. Ça, voilà, parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus terrifiantes, vraiment, je pense, dans la société, dans le monde, c'est le fanatisme religieux, avec la dégénérescence mentale aussi, quand même. Donc, ce film-là s'empare de ce sujet, avec en plus une grande empathie pour son personnage. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas uniquement justement dans un rapport anxiogène à Maud, on n'est pas non plus dans le jugement. Il y a toute une dimension sociale aussi, parce qu'on parle en fait de cette solitude dont elle souffre. On parle vraiment, on comprend qu'elle est quand même plus ou moins dans une précarité, dans une solitude, qu'elle a du mal dans ses rapports avec les autres, et donc elle se tourne vers Dieu, du moins vers une approche de la religion, voilà, qui est certes excessive, mais qui est la sienne. Hein. Et donc oui, toutes ces dimensions du film en font une œuvre assez singulière que j'ai eu grand plaisir à revoir hier. C'est un film assez complet en plus. Il arrive à faire peur quand même. Il y a un plan en particulier, une scène, il y a un jumpscare, le seul jumpscare du film, il est d'une efficacité, je trouve, absolument incroyable. Et ma chère étendre, quand nous avons découvert le film, j'ai entendu pousser un des plus grands cris que j'ai jamais entendu pousser devant un film. Et pourtant, c'est une grande fan de films d'horreur, donc c'est pas comme si elle était facilement effarouchée par le genre, mais le film a très bien marché. Et puis, il fait passer par tout un tas d'émotions. On a aussi un espoir que la relation entre ces deux personnages fonctionne, qu'elles réussissent finalement à... Enfin, je veux dire, il y a un vrai terreau, il y a un vrai attachement entre les deux qui à un moment donné se fait, où on se demande, on espère que l'une va réussir à aider un peu l'autre à guérir littéralement là où l'autre peut l'aider à guérir mentalement, à l'aider un peu à s'ouvrir. Et puis bon, on raconte une trajectoire, et cette trajectoire n'est pas... On devine qu'elle n'est pas faite pour aller ailleurs que dans le mur, et donc finalement ça ne peut pas se faire. Mais je trouve que la qualité de ces mécanismes qui sont souvent vus dans des films tient à ce que l'écriture de tes personnages soit assez humaine pour que tu arrives à espérer, et non pas que ce soit juste un détour du scénario pour ensuite amorcer une descente. Et je trouve que le film arrive aussi à faire fonctionner ça. Il y a un côté aussi doloriste du coup que j'ai pas mal retrouvé dans ma peau, qui est sur un autre domaine, un autre niveau, mais c'est vrai que la scène des chaussures, pareil, on voit rien, etc. Mais il y a quelque chose d'extrêmement intime. En plus, même dans l'idée de se faire ça et d'être la seule personne à savoir que cette douleur est là. Après, on a tous déjà marché sur une punaise. Oui, voilà. Donc on imagine très bien ce que ça peut faire. Fois 10. Mais c'est vrai que et puis cette extase qu'elle éprouve, qui la rapproche de Dieu, en tout cas dans sa tête. La scène est extrêmement dérangeante et perturbante, et en même temps filmée de façon assez langoureuse, adopte le point de vue de Maud, donc
Et puis pour un premier film, c'est d'une sûreté de ton et d'une sûreté esthétique aussi. La photographie, les décors. Il y a un plan que je trouve de mémoire, c'est la scène de l'anniversaire de la danseuse. Quand le gâteau d'anniversaire arrive, éclairé par la bougie, et que Maud s'écarte et elle rentre dans l'ombre derrière une porte au moment où le gâteau arrive vers la danseuse. Et que c'est exactement c'est dans cette scène que sa relation avec cette danseuse va définitivement se briser. Et du coup, ce plan annonce le fait qu'elle va définitivement pas basculer dans le côté d'ombre du film et de son propre côté d'ombre et de le côté d'ombre de cette relation avec sa patiente. Il y a plein de choses comme ça qui sont très belles. J'avais été plutôt enthousiasmé, mais quand même une chouille déçu par Love Lies Bleeding, parce que je trouvais que Love Lies Bleeding était plus audacieux, mais c'est pas le même registre. Et puis le film maîtrise moins bien ses embardées. Là où Sainte-Maud est pour moi quasiment un film parfait. On ressent des choses, la trajectoire des personnages est ultra bien écrite. Quand le film veut te faire peur, il va te faire peur. Quand le film veut te toucher, il arrive à te toucher. Quand le film veut te faire comprendre des choses, te parler de façon intime, sans détour et sans artifice cinématographique commerciaux, il y arrive aussi. Je trouve qu'il arrive absolument tout ce qu'il entreprend. Là où Love Lies Bleeding essaye peut-être plus de choses, mais échoue un petit peu parfois. Plus monstratif, je pense. Et tu vois, en t'écoutant, je pense à un autre film qui me fait beaucoup penser à l'ambiance de Sainte-Maud, c'est The Devil's Bath. Je l'ai pas encore vu. Je t'en dis pas grand-chose du coup, mais pareil, une trajectoire de femme qui est très troublante. Il y a du body horror, mais très délicat et très discret, comme c'est le cas dans Sainte-Maud. Et c'est de la même manière un film désespérant, en fait, qui nous fait porter sur nos épaules le désespoir du personnage féminin et pour lequel on a une grande empathie. Et tout à la fois, c'est des personnages de femmes criminelles aussi et qui nous mettent en miroir face à notre propre culpabilité de bien l'aimer. Et je te le conseille vraiment, The Devil's Bath. J'adore tout ce qu'ils font. Séverine et Fiala, ils sont très très forts. Je crois que j'ai un prochain projet qui est très excitant, mais je ne me rappelle plus lequel. Je vous invite à vous renseigner, mais je crois qu'ils sont sur un truc très 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 bon. Et celui qu'ils avaient fait avant, c'était La Maison dans la neige, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ou avec une femme qui se retrouve avec les 2 enfants de son nouveau compagnon, isolé dans un chalet dans la neige. Je me rappelle plus le titre. Le film est absolument génial aussi. Et justement, ça explore aussi ce que c'est d'être la belle-mère, entre guillemets, et d'être forcé d'un coup de devoir connecter avec des enfants qui ne sont pas les tiens juste parce que c'est ton statut qu'on attend de toi, etc. Enfin, le film est super intéressant et très, 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 très anxiogène aussi. Voilà. On pourrait comme ça conseiller des films pendant des heures. On pourrait faire un podcast que de ça en même temps. Mais il est temps de se quitter quand même. Je vous remercie donc d'être venu derrière ce micro pour discuter body horror. Et je reprends ma conclusion tout avortée de tout à l'heure parce que je t'avais honteusement oublié. Parler de Saccharine et de body horror. Saccharine sort au cinéma dans les salles françaises le 3 juin. Allez le voir s'il vous plaît. Ça nous permettra de sortir d'autres films. Et puis aussi parce que c'est bien et puis nous on se dit à bientôt derrière ce micro et on espère vous revoir aussi très vite, mesdemoiselles. Avec grand plaisir. Merci.